Bonjour, un peu d'attention s'il vous plaît. Donc on va commencer là. Donc déjà, bienvenue ici, on vous accueille à l'ENS de Lyon pour une table ronde sur l'expérimentation animale. Donc c'est co-organisé par l'Observatoire de la question animale qui essaye d'informer et de répondre à des questions sur l'expérimentation animale, dont l'objectif final est la fin de l'expérimentation animale, potentiellement à long terme, et avec l'association Sans Science. Donc c'est une antenne du réseau Sans Science, qui est un réseau animaliste dans toute la France. Et donc ici c'est l'antenne de l'ENS de Lyon, pour laquelle personnellement je suis trésorier, dans laquelle on fait différents événements dans l'ENS de Lyon, comme des arpentages, des conférences. On essaiera de faire d'autres choses plus tard. Donc là, potentiellement, si vous avez écrit votre mail pour être inscrit à la newsletter, donc c'est ça que vous allez recevoir. Et donc aujourd'hui, on accueille l'Observatoire de l'expérimentation animale et différents autres intervenants qui vont se présenter pour parler de ce sujet. Donc peut-être rapidement rappeler que du coup, l'expérimentation animale, sur la question animale, c'est encore extrêmement d'actualité. Donc ça a commencé assez tôt. On peut tester parmi les premières activités contre certaines expériences d'expérimentation animale. On peut citer par exemple Henri Spira dans les années 78 contre le test de Drèze, qui était des campagnes assez efficaces. Et aujourd'hui, la question se pose encore. Parce que récemment, il y a eu un projet dans la commune du Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, un centre d'élevage du CNRS de primates non humains, donc des singes. Ils veulent faire passer, il me semble, le nombre de primates environ de 600 à 1800. Donc les institutions de recherche françaises et européennes font toujours l'expérimentation animale. Et donc se pose la question, voilà, est-ce que c'est utile? À quel point c'est utile? Est-ce que c'est éthique, pas éthique? Et c'est à tout ce genre de questions auxquels les intervenants vont essayer de répondre et de discuter entre eux. Alors il y a des points de vue divergents, on essaie de faire venir les intervenants avec différents points de vue. Voilà, donc vous aussi vous êtes le bienvenu à discuter. Donc pour le format de cette table ronde, ça va être, donc après cette rapide introduction, je pense qu'ils vont très rapidement se présenter et ensuite chacun va faire une présentation d'environ 10 minutes sur le sujet qu'il connaît. Et après, on essaiera de commencer à introduire une discussion entre eux à partir de vos questions, vous, le public, jusqu'à ce que ensuite ça passe un peu plus tard entre une discussion entre le public et les intervenants, où chaque intervenant pourra répondre spécifiquement à votre question selon son niveau d'expertise. Voilà, donc quand plus tard, après la présentation, vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main et je vous apporterai le micro. Voilà, donc je vais laisser les intervenants se présenter. Bonjour et merci d'être là du coup, et merci à Sentience Lyon pour l'invitation et pour la co-organisation de cette table ronde. Du coup, moi je suis président fondateur de l'Observatoire de l'expérimentation animale. Mon expertise initiale c'était en musicologie quand j'ai eu ma thèse il y a longtemps, et depuis ça a été plus l'expérimentation animale en me concentrant dessus sur les différents aspects. Et voilà, je vais pas vous saouler avec tout mon parcours. Bonsoir, moi du coup c'est Guillaume Réau, je suis docteur en neurosciences de l'Université de Strasbourg et j'ai principalement étudié la nociception, la douleur et la sentience chez des invertébrés. Bonjour à tous, moi je m'appelle Romain Barneau, je suis également docteur en biologie moléculaire spécialisé en oncologie et en virologie, et depuis peu j'ai pris la responsabilité d'une animalerie de l'ENS de Lyon. Je suis également membre du comité d'éthique auquel est rattachée cette animalerie. Et je participe à une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Bonjour à tous, donc moi c'est Douine Merten, je suis docteur vétérinaire et j'ai aussi un parcours en philosophie morale. Et sur ma thèse en particulier, j'ai travaillé sur l'expérimentation animale et les 3R. Et c'était dans le contexte suisse, mais il y a beaucoup de choses de pareil à faire avec le contexte français. Et par ailleurs, du coup, je suis aussi membre en tant que vétérinaire du même comité d'éthique que Romain. Donc voilà, grosso modo. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Sarah Zanaz. Donc j'ai fini une thèse assez récemment, en octobre, en philosophie. Plus particulièrement en philosophie morale, donc ce qu'on appelle l'éthique, on y reviendra.
qui est une vraie science, même si on pourrait penser que l'éthique c'est un truc un peu fumeux dont tout le monde peut parler. En fait, c'est une discipline philosophique très, très intéressante. J'ai particulièrement travaillé sur le spécisme, ça aussi on y reviendra. Donc voilà, un profil en philosophie morale. Peut-être du coup par transparence pour dire, Sarah, Guillaume et Edwin font partie du conseil scientifique de l'Oxa, mais restent complètement indépendants et surtout complètement libres de me contredire autant que possible à l'intérieur de l'Oxa. Du coup, je vais commencer par une petite caricature, mais qui n'est pas non plus à l'opposé complet de la réalité, et ça va me servir à expliquer le titre de la table ronde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'expérimentation animale dans les médias, on voit toujours revenir les mêmes têtes. Il y a monsieur le vétérinaire du laboratoire du CNRS, il y a madame la biologiste émérite de l'INSERM, il y a monsieur le président du Comité national d'éthique en expérimentation animale, et puis il va y avoir monsieur, madame qui représente telle ou telle association opposée à l'expérimentation animale. Et la question qui est posée, le titre des articles, des débats, le cadrage, c'est toujours le même. C'est peut-on se passer de l'expérimentation animale ? 2014, 2017, 2018, 2021, 2023, 2025, et il y en aurait plein d'autres à ajouter. Là, j'ai sélectionné des médias principalement, mais en bas à gauche, c'est aussi un billet du CNRS, et c'est aussi comme ça que c'est présenté dans la communication des institutions de recherche. Et du coup, on peut imaginer ça comme un débat entre les scientifiques qui disent que c'est indispensable et irremplaçable, en tout cas pour l'instant, et les associations qui disent que c'est inutile, que les alternatives existent déjà. Et les uns et les autres, ils parlent régulièrement de la réglementation, du vécu des animaux, de l'encadrement éthique, de toutes ces choses qui sont très loin de leur domaine d'expertise, en fait. Et finalement, ce qui clôt toujours le débat, ou ce qui le résume, c'est la question qui paraît à tort pratico-pratique. La question qui semble être une simple interrogation de biologie expérimentale, c'est le « peut-on s'en passer ?» Le fond derrière ça, c'est que si on ne peut pas, alors ça pourrait être forcément légitime de faire de l'expérimentation animale. Et on omet généralement de définir ce que ça veut dire de pouvoir, et puis ce que ça implique d'ailleurs de s'en passer. Parce que même à supposer qu'arrêter l'expérimentation animale fasse mourir les 3/4 de l'humanité, bon, c'est pas le cas évidemment, mais pour l'expérience de pensée, même dans ce cas, on aurait quand même le choix de s'en passer, de faire sans, avec les conséquences que ça impliquerait. Mais ça serait pas simplement une question d'en être capable et de pouvoir. Donc là aussi, il y a un implicite qui est « peut-on s'en passer sans rien y perdre du tout ?» Et s'en passer, ça appuie là-dessus. S'en passer, ça veut dire implicitement y perdre quelque chose, justement. Sinon, ce serait juste « peut-on arrêter l'expérimentation animale ?» Donc, dans la manière dont la question est formulée, ça veut rappeler aux gens les bénéfices de l'expérimentation animale, les bénéfices potentiels, alors qu'une chose qui n'est pas dans cette question, ce sont les intérêts des animaux utilisés. Là, ils sont nulle part. Donc on est vraiment sur une question qui dit, on a cette pratique qui nous apporte des bénéfices, au détriment d'autres groupes, d'autres individus, mais c'est pas important. On n'a pas envie de perdre ces bénéfices. Donc, est-ce qu'on peut arrêter cette pratique sans perdre ces bénéfices ? Et donc, on laisse planer implicitement, on ancre dans la tête du public l'idée que la seule manière d'arrêter l'expérimentation animale, ce serait de trouver des méthodes sans animaux qui donnent exactement les mêmes résultats, ou des meilleurs résultats, et qui nous apportent les mêmes bénéfices. Et du coup, ça court-circuite toute autre réflexion, ça occulte les animaux vis-à-vis desquels on s'est accordé un privilège, ça efface toute l'histoire du débat autour de la légitimité de l'expérimentation animale. Un débat qui a des centaines d'années, voire des milliers. Et qu'on dévoie trop souvent aujourd'hui en reproduisant à l'infini cette caricature-là. Alors qu'en fait, il y aurait vraiment un débat riche à avoir si on laissait parler des spécialistes plutôt que des représentants d'intérêt. Si on approfondit la réflexion, il y a beaucoup de questions en épistémologie qui concernent la nature des connaissances et la manière dont elles sont acquises, et qui pourraient mener, comme l'a suggéré récemment un ancien collègue d'Edwin, en Suisse, à une révolution dans la manière de construire la science. Il y a aussi des questions de droit qui concernent la réglementation et son application. Parce que autant on entend beaucoup que c'est très strict, autant je me suis heurté à un gros mur administratif quand j'ai voulu vérifier. Et ça m'a obligé à enchaîner les tribunaux pendant des années pour obtenir tout un tas de documents qui donnent une image assez glorieuse en fait de l'application concrète de la réglementation. Mais bon, ça ne sera pas vraiment la question ici. Il y a aussi des questions d'histoire qui permettent de prendre du recul et d'analyser la situation dans son contexte. Et parce que les débats entre des gens qui font quelque chose et d'autres qui veulent qu'ils arrêtent, c'est pas vraiment nouveau.
Et pour revenir sur la réglementation actuelle, étudier la manière dont elle a été proposée puis amendée entre 2002 et 2010, ça permet de mieux comprendre d'où elle vient et quels sont les intérêts en jeu. Mais là encore, ça ne sera pas trop la question ce soir, même si on va y revenir quand même. Le point qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est l'éthique, la philosophie morale, donc cette réflexion sur ce qui est bon ou mauvais, sur ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, souhaitable ou pas. Il y a plein de manières de l'exprimer selon les gens, mais une chose est sûre, comme le disait Sarah, l'éthique, c'est pas une question de subjectivité d'avis individuel, genre « ah, chacun sa morale ». Les gens qui passent leur vie à étudier ça à l'université, c'est pas pour faire croire que leur avis personnel est plus important que celui des autres, c'est qu'il y a toute une littérature d'analyse des questions éthiques, avec énormément de propositions concurrentes. Et certes, là-dedans, c'est un peu le fouillis, ça peut un peu donner l'impression que c'est chacun pour soi, chacun sa morale. Mais il y a quand même des points d'accord. Et notamment un point important dont on parlera ce soir. L'éthique, c'est le sens du titre de la table ronde. On ne va pas parler d'alternatives, de culture de cellules ou d'ordinateurs, de développement technologique. Ça, c'est ce que font toutes les tables rondes, toutes les émissions, tous les articles. C'est pour ça qu'on a voulu réunir aujourd'hui un panel différent, beaucoup plus original que ce qu'on trouve d'habitude sur ce sujet. Que si vous cherchez la dernière fois qu'on a interrogé une personne spécialiste de philosophie morale ou d'éthique animale dans un article ou une émission sur l'expérimentation animale, ou la dernière fois qu'on leur a donné la parole dans un webinaire du CNRS ou de l'INSERM, vous n'allez pas trouver grand-chose. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fondé l'OXA, l'Observatoire de l'expérimentation animale, c'est pour pouvoir justement approfondir le débat en remettant l'éthique au centre des considérations, plutôt que de rester à la surface technique, et toujours en ayant des spécialistes des disciplines concernées par ce dont on parle. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de prendre le sujet sous différents angles, toujours au prisme de l'éthique, avec la participation de spécialistes de leur domaine, pour parler de ce qu'on appelle expérimentation animale aujourd'hui, des cadres réglementaires et éthiques actuels et envisageables, et des fondements normatifs, moraux, qui doivent sous-tendre nos choix. Donc merci d'avance pour votre écoute, et puis je vais passer la parole à Guillaume. Merci. Alors moi j'aimerais poser un point, tu peux revenir en arrière s'il te plaît. Merci. Hop. C'est que sur cette question de faut-il se passer de l'expérimentation animale, c'est aussi qu'est-ce que l'expérimentation animale. Vous avez tous une vague idée de ce que c'est, de ce que ça implique, mais en fait, ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, c'est un terme, expérimentation animale, qui n'est pas défini, qui n'est jamais défini correctement. Enfin, des définitions, on en trouve, mais ce n'est pas réglementairement écrit expérimentation animale égale ta. Donc j'ai fait ce que n'importe qui ferait, je suis allé voir sur Wikipédia une description communautaire, on pourrait dire. C'est un peu le mélange de différentes visions des choses, qui dit que l'expérimentation animale consiste à utiliser des animaux comme substitut ou modèle pour mieux comprendre la physiologie d'un organisme. Donc ça, c'est ce qu'on imagine en général, c'est-à-dire qu'on utilise un animal pour étudier une maladie, une pathologie, étudier le cerveau, comment ça fonctionne, etc. Mais ce qui est souvent important, c'est qu'il s'agit généralement de tenter de prévoir ce qui se passe chez l'espèce humaine, sans exposer de personnes humaines aux risques, aux contraintes et aux souffrances. C'est souvent ça qu'on applique dans l'expérimentation animale, c'est de substituer l'humain par des animaux et de leur faire subir des choses qu'on n'accepterait pas nous-mêmes de subir. Alors bien sûr, il y a de l'expérimentation chez l'humain, mais c'est sous consentement. Et il y a évidemment de l'expérimentation animale qui est utile aux sciences vétérinaires, qui peut être utile aussi à soigner des animaux qui sont eux-mêmes étudiés. Mais la plupart du temps, on va induire des modèles de pathologie humaine chez les souris, enfin majoritairement chez les souris. On va faire des souris Alzheimer, des souris obèses. C'est des maladies qui n'apparaissent jamais chez les souris. On va les induire exprès pour tenter de trouver un remède à ces maladies humaines chez un autre organisme. Et donc cette définition, qui n'est jamais vraiment définie, là c'est une description communautaire sur Wikipédia, on voit bien que c'est pas forcément hyper clair. On peut avoir des cas un peu frontières, où on peut avoir de l'éthologie, de milieu, on observe les animaux en milieu naturel. En principe, c'est pas l'expérimentation animale, on leur fait rien, on les observe. Mais on peut poser des pièges, on peut en attraper, on peut mettre des balises GPS sur des oiseaux. Est-ce que ça rentre dans l'expérimentation animale ? On peut aussi débattre de est-ce que ça en est ou pas. Il faut aller regarder dans la réglementation, dans les lois de chaque pays. On a d'autres cas, par exemple dans des centres de primatologie, où des grands singes, on n'a pas forcément le droit d'expérimenter directement,
On peut éventuellement les mettre dans des IRM sous anesthésie ou des choses comme ça. On ne va pas faire d'expérimentation directe. On peut éventuellement leur proposer des jeux, observer quel type de nourriture ils préfèrent, quels sont leurs liens sociaux, familiaux, etc. On pourrait dire que ce n'est pas l'expérimentation, mais ça reste des animaux captifs. Ils restent dans une zone fermée qu'on pourrait aussi juger comme suffisante ou pas. Donc c'est un peu des cas frontières à ce qu'on appelle l'expérimentation animale. Donc finalement, si on regarde concrètement, réglementairement, comment c'est défini, il faut aller voir donc dans la directive 2010-63 de l'Union européenne, on va beaucoup en parler je pense, qui a vraiment défini, ou plutôt mis à jour, parce qu'elle existait déjà en 86, qui a mis à jour ce que eux ils appellent pas ça expérimentation animale. Je crois que c'est jamais écrit expérimentation animale dans ce texte. Ils parlent de protection d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou éducatives, c'est-à-dire qu'on utilise des animaux à des fins scientifiques, donc cette directive les protège. Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans cette directive que un des objectifs finaux en tant que société, j'imagine, c'est le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants. C'est-à-dire qu'on préférerait ne pas le faire, mais on estime que c'est toujours nécessaire. Et donc, cette directive est là pour continuer à le faire en protégeant un peu mieux les animaux. Par contre, il précise bien remplacement total dès que ce sera possible sur le plan scientifique. Donc il juge également par là qu'on ne peut toujours pas s'en passer. Du coup là, il faut aussi aller voir au niveau des exceptions, c'est-à-dire qu'ils vont aussi juger que par exemple, si on veut commercialiser un médicament, un vaccin, si on veut mettre quelque chose sur le marché, il faut parfois vérifier l'innocuité des produits. On parle souvent de la cosmétique, même si aujourd'hui c'est de plus en plus restreint. Et donc là, il faut aller voir certains règlements là qui sont français, règlement REACH ou le règlement 1223, qui vont établir les exceptions sur lesquelles on peut également tester des choses sur les animaux. Je ne suis pas spécialiste de ça non plus, c'est juste que voilà, ça existe. Là, j'ai mis quelques chiffres, on va pas les passer en détail. L'important, c'est juste ce qu'il y a écrit tout en bas à droite. Pour avoir l'ordre de grandeur, on utilise donc en France 2 millions d'animaux. Enfin, on utilise plus que ça, mais je vais en reparler après. Dans les chiffres, on a 2 millions d'animaux utilisés dans les laboratoires en France par an. Et on voit tout en haut que la majorité, c'est les souris. Il y a aussi le type de sévérité ici, donc légère, modérée, sévère. C'est le degré de souffrance qu'on va infliger à l'animal pendant les procédures. Et on voit à droite aussi pourquoi sont utilisés les animaux. Donc 30% en recherche fondamentale, juste augmenter les savoirs. 30% en maintenance de colonies. Donc ça, c'est toutes les souris génétiquement modifiées qui, si on les laisse mourir, on perd la souche génétique qui est très compliquée à mettre en place. Donc on les fait juste se reproduire à l'infini tant que des gens en ont besoin. Ça prend énormément d'animaux aussi. On a beaucoup de réglementation et production de routine. Donc ça, c'est les médicaments, les anticorps, les vaccins, tout ça. Et ensuite, un peu du reste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un nombre de réutilisations. On entend beaucoup ça, les réutilisations ou les adoptions. C'est pas négligeable. Les réutilisations, par exemple, ça comprend 15 000 animaux. Mais face aux 2 millions qui sont utilisés chaque année, ça reste très peu. Et ça se comprend aussi parce que les chercheurs, ils aiment la reproductibilité. Ils n'aiment pas que leurs animaux aient déjà subi une autre expérience avant. Donc, ils sont rarement réutilisés. Ici, j'ai mis les mêmes chiffres, mais pas par type de sévérité, par type d'utilisation des animaux. Et on voit donc que les souris sont quasiment toujours les grandes gagnantes ou perdantes de ce jeu. Donc on en utilise beaucoup en recherche fondamentale et maintenance de colonies. Comme dit, ça on utilise beaucoup. Mais il y a d'autres cas un peu spécifiques, comme par exemple les lapins, qui sont beaucoup utilisés en réglementation et production. Typiquement, production d'anticorps, tests de vaccins, ce genre de choses. Donc on a des cas un peu spécifiques comme ça d'animaux utilisés dans certains types de recherche. Ce que moi je trouve intéressant à discuter ici, c'est, vous voyez tous ces animaux listés sur la gauche, ce sont ceux qui sont protégés par la directive européenne. Vous voyez des souris, des reptiles, des rongeurs, des chevaux, des chiens, des babouins, tous les primates. Mais quels sont les animaux qui ne sont pas là-dedans ? Par exemple, les insectes, les vers. Pourquoi est-ce que ces animaux ne sont pas compris alors qu'on en utilise également beaucoup ?
il y a peut-être moins de labos qui les utilisent, mais du coup en quantité, on utilise énormément d'insectes. Eh bien, c'est parce que dans cette directive-là, donc dans directive 2010-63-EU, ils protègent les animaux vertébrés et depuis 2010, les céphalopodes. C'est la seule exception invertébrée, donc les pieuvres, les seiches. Et ils justifient ça en disant « car leurs aptitudes à éprouver de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse et un dommage durable est scientifiquement démontré ». Donc la justification à la protection de ces animaux, c'est leur capacité à souffrir, globalement. Et cette capacité à souffrir, ils n'utilisent pas le terme dans cette directive, il était très peu populaire en France, je pense. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la sentience, d'où vient le nom donc de l'association. La sentience, c'est beaucoup plus connu dans les pays anglophones, c'est très anglicisme pour nous, mais c'est déjà dans le dictionnaire Larousse. La sentience qui est définie comme, pour un être vivant, la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc., à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Alors globalement, on peut vulgariser ça comme étant une forme de conscience un peu primitive. C'est pas une conscience de soi, c'est pas une conscience de l'autre, c'est vraiment l'animal a des expériences internes, positives ou négatives. Et ça, la sentience, pour beaucoup de philosophes, pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui, c'est vraiment le principe fondateur de ce qui mérite une protection morale et juridique. Donc les animaux sentients, on les protège parce qu'ils ont un intérêt interne à être protégés, parce qu'ils peuvent souffrir. Les animaux non sentients, on ne les protège pas parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine. Les plantes, les cailloux, on ne les protège pas parce qu'ils ne sont pas sentients. Bon, après, il y a des protections biodiversité, tout ça. Mais là, on parle d'éthique et de morale, vraiment, de protection vers les animaux. Et cette sentience, donc, elle est largement démontrée et très convaincante pour donc, tous les vertébrés et plus récemment les céphalopodes, les seiches, les pieuvres. Voilà, donc c'est pour ça que c'est protégé aujourd'hui dans toute l'Union européenne. Mais on a des travaux aussi un peu plus récents qui viennent étayer des preuves vraiment très convaincantes de sentience chez, par exemple, les crustacés décapodes, les crabes, les homards, les crevettes. C'est pour ça qu'on a tendance à ne plus trop les ébouillanter vivants, d'ailleurs. Et donc on a ce rapport de l'équipe de Jonathan Birch qui a été très important, notamment pour protéger les crustacés décapodes. Oui. Moi, j'ai presque fini. Les crustacés décapodes, donc les crabes, les homards, tout ça, ils ont été inclus dans une loi de protection animale en Angleterre qui s'est même renommée Animal Welfare, entre guillemets, Sentience Act, pour dire l'importance de ce terme. En Europe, c'est toujours pas le cas, pourtant la science, on l'a déjà. On a aussi de plus en plus d'études sur la sentience des insectes, beaucoup des abeilles, il y a tellement d'espèces d'insectes que c'est compliqué de tous les étudier, mais on a de plus en plus de preuves. Et donc là, c'est à nous, en tant que chercheurs, de mettre sur la table les études qu'on a, de dire on a de plus en plus de preuves que des animaux comme les crabes ou même les insectes seraient capables de ressentir de la douleur, du plaisir, et que donc ils auraient intérêt à être protégés moralement et juridiquement. Voilà. Et pour finir, cette directive européenne précise bien la présente directive devrait être revue régulièrement à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux. Et donc là, c'est à nous, scientifiques aussi, de faire valoir notre voix et la voix des animaux en disant ces animaux-là, on a vraiment des preuves assez accablantes qu'il faudrait les protéger. Sur ce, je passe la parole à Romain. Merci. Alors de mon côté, je vais vous parler des systèmes réglementaires qui sont dédiés à l'évaluation des projets, puisque lorsque des personnels scientifiques souhaitent réaliser de l'expérimentation animale, tel que ça vient d'être présenté, la directive européenne impose de soumettre un projet qui va être validé en France par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et je vais également vous présenter tous les systèmes réglementaires qui sont dédiés au suivi et à l'application de toutes les mesures qui vont permettre le maintien du bien-être animal au cours de l'expérimentation. Donc la première chose, bien entendu, c'est la formation des utilisateurs. Toutes les personnes qui veulent ou qui ont besoin de réaliser de l'expérimentation animale doivent être formées selon des formations qui sont
validée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc il y a 3 types de formations qui existent en France. La première, c'est la formation de concepteur, qui va permettre la conception et la réalisation de procédures expérimentales, mais également la connaissance des moyens de mise à mort respectueux pour l'animal. Le deuxième type de formation va être l'application des procédures et également la mise à mort. Et puis le troisième type de formation correspond aux soins des animaux, où cette partie de formation va être déconnectée de la mise à mort. Donc les personnels qui passent une formation de soins aux animaux ne seront pas aptes à mettre les animaux à mort. Seuls les concepteurs ou les applicateurs pourront le faire. Les formations qui sont suivies par les personnels, elles sont spécifiques aux espèces qui sont utilisées. Les personnels qui vont utiliser des rongeurs tels que des souris, des rats ou des cobayes, hamsters, vont suivre des formations qui sont spécifiques de ces animaux. Ceux qui vont utiliser des poissons vont suivre des formations qui sont relatives aux poissons. Et puis enfin, certains projets font appel à de la chirurgie, et tous les chercheurs ne sont pas chirurgiens. Donc des formations complémentaires sont obligatoires dans le cas des projets de chirurgie pour former ces personnels à la chirurgie. Seuls les chirurgiens dentistes ou les médecins chirurgiens vont être exemptés de ces formations plus spécifiques en chirurgie. Et puis apparaît aussi la notion de formation continue. Donc cette notion, en fait, elle veut que... c'est plutôt la directive européenne qui prévoit que les personnels suivent au minimum une demi-journée de formation par an de façon à maintenir leur habilitation et à maintenir leur niveau de connaissance sur l'évolution des bonnes pratiques, le bien-être animal, la réglementation. En l'occurrence, la réglementation a peu évolué depuis la mise en route de ces directives en 2013 en France. Mais comme on vient de le dire, la communauté scientifique est censée faire évoluer cette réglementation à l'aune de toutes les découvertes qui sont réalisées. Alors concernant les demandes d'autorisation de projet, ces demandes d'autorisation de projet, elles vont être nécessaires pour tous les protocoles qui vont être susceptibles de causer à l'animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille. Réalisés selon les bonnes pratiques vétérinaires bien entendu, et pour les animaux concernés, qui vont être les vertébrés ou les seiches et les pieuvres, comme on l'a dit précédemment. Ces animaux, ils vont être compris dans les demandes de projet à partir du moment où on va les utiliser après le 2e tiers de la grossesse, ou à l'état larvaire, pour ceux qui... Non, pour les grenouilles par exemple. Alors comment ça se passe de façon très terre à terre ? Seul le concepteur ou ceux qui ont suivi la formation concepteur vont avoir la capacité d'écrire une demande d'autorisation de projet. Cette demande d'autorisation de projet, elle va être écrite après une discussion avec l'établissement utilisateur. Donc l'établissement utilisateur, c'est l'animalerie, c'est la structure dont je suis le responsable à l'ENS de Lyon. Cet établissement utilisateur va renfermer une autre structure qu'on appelle la structure du bien-être animal. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc le concepteur va discuter avec l'animalerie pour savoir si son projet est possible au sein de l'animalerie. Si c'est le cas, il va pouvoir remplir la demande d'autorisation de projet qu'il va transmettre à l'établissement utilisateur. À ce moment-là, l'établissement utilisateur va transmettre cette demande d'autorisation de projet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Espace, mais le transmettre également au comité éthique qui va être en charge d'évaluer cette demande d'autorisation de projet d'un point de vue éthique. Et c'est là où on va centrer le débat sur ce qui nous intéresse ce soir. Alors le comité éthique, c'est quoi ? C'est un espace consultatif d'aide à la réflexion et à la prise de position ou de décision en relation avec les projets faisant appel à l'utilisation d'animaux vivants. Et ces comités sont composés de personnes qui ont des compétences qui sont à la fois différentes mais complémentaires pour l'évaluation éthique de ces projets. On va trouver dans les comités éthiques
à la fois des concepteurs de procédures expérimentales, à la fois des personnels qui auront suivi les formations de soins aux animaux, d'application des procédures expérimentales, bien entendu des vétérinaires, mais également des membres de la société civile, qu'on appelle aussi membres naïfs ou non spécialistes. Ces membres ont la particularité normalement de ne pas trop connaître le milieu scientifique ou le domaine de l'expérimentation animale et être là pour porter la voix de la société civile dans ces comités qui ont pour but de juger du poids entre la balance bénéfice pour la société et les dommages qui vont être causés chez les animaux. Donc la mission principale du comité éthique, ça va être de procéder à l'évaluation éthique des demandes d'autorisation de projet et de juger de la balance bénéfice vs dommage dont je viens de vous parler. Ce comité éthique va également transmettre l'avis qu'il va formuler au ministère de la Recherche, qui va être un avis favorable ou défavorable sur chaque demande d'autorisation de projet, et puis de procéder, dans certains cas, à l'appréciation rétrospective des projets. Ça implique pour certains projets dont la sévérité, dont la gravité est sévère, de procéder à une appréciation rétrospective pour savoir si effectivement les animaux, on considère que les animaux qui ont été utilisés ont eu un degré de gravité ou un degré de sévérité sévère au niveau de l'expérimentation et permettre de mieux prendre en charge le bien-être de ces animaux si ce type de procédure doit être répété dans un contexte qui peut varier. Alors le comité d'éthique a également des devoirs, notamment le respect de la charte nationale qui porte sur l'éthique de l'expérimentation animale, le respect de la confidentialité des dossiers, une indépendance, notamment une expression libre et sans influence hiérarchique, l'impartialité et l'absence de conflit d'intérêts vis-à-vis des demandes d'autorisation de projet et des projets qui sont étudiés, et puis la compétence des membres. Comme vous l'avez vu auparavant, il y a différents types de personnel qui se trouvent dans ces comités d'éthique. On attend d'eux certaines compétences pour pouvoir juger de cette balance bénéfice-dommage. Une fois que le comité éthique va rendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche un avis favorable ou défavorable, le ministère de l'Enseignement renvoie à l'établissement utilisateur une réponse, favorable ou défavorable, sur la possibilité de mettre en œuvre le projet qui a été demandé. Donc voilà de façon très terre-à-terre comment se passe une demande d'autorisation de projet. Et puis, pour la gestion du bien-être animal, c'est au sein de l'animalerie qu'on va trouver la structure chargée du bien-être animal. Cette structure, elle doit réunir au minimum un responsable et un concepteur. Dans les faits et dans les animaleries qui sont assez importantes, on va réunir plus de monde, plus de personnel avec des connaissances plus variées. Et cette structure chargée du bien-être animal, elle s'appuie bien sûr sur les conseils du vétérinaire de la structure. Le rôle de la structure chargée du bien-être animal, c'est d'être en charge de mener le changement dans la structure vers plus de bien-être animal. Donc c'est cette structure qui va être en charge de réaliser toute la veille des bonnes pratiques, l'évolution des pratiques pour les mettre en place dans l'animalerie. Elle va prendre en charge les animaux qui vont exacerber soit des douleurs, soit des choses qui ne sont pas attendues dans les procédures. Et dans ce cas-là, mettre en place tout ce qu'il faut pour rétablir le bien-être animal. Elles vont être à l'origine de l'établissement et de la révision des procédures pour mettre en place toutes ces nouvelles bonnes pratiques vis-à-vis du bien-être animal. Et puis elles vont suivre en direct avec les concepteurs et les applicateurs des procédures tout ce qui va être fait sur les animaux de façon à pouvoir conseiller, vérifier que le bien-être des animaux est respecté, que la douleur est correctement prise en charge par exemple, que les animaux ont de quoi répondre à tous leurs besoins primaires
dans les conditions dans lesquelles se réalise l'expérimentation, et parfois, quand c'est nécessaire, à stopper des projets quand certaines de ces choses ne sont pas respectées. Et je vous ai dit tout à l'heure que je participais à la co-animation d'une chaîne de vulgarisation scientifique qui s'appelle Du 9 Docteur. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube où on fait des courtes vidéos de 5 minutes sur de la vulgarisation scientifique, le décryptage de certaines choses scientifiques un peu obscures, comme l'expérimentation animale en France par exemple. Mais on donne également la parole à des jeunes scientifiques, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, moi je vais ouvrir un gros chapitre sur les 3R. Donc en gros, ça a déjà été présenté et par Guillaume et par Romain. En termes de base légale sur l'expérimentation animale, donc on a parlé de la directive européenne 2010-63. Celle-ci a été transposée en droit français dans le code rural et de la pêche maritime. Donc vous avez les articles si vous voulez aller voir. Mais en gros, si on s'intéresse un peu au travail en comité d'éthique et à quel type d'évaluation éthique en fait on cherche à avoir dans le cadre de l'expérimentation animale, et la directive et les décrets d'application vont se baser sur un certain nombre de principes. En particulier, du coup, cette notion de 3R, j'y reviendrai sur le remplacement, la réduction et le raffinement des procédures. La notion de définition de points limites dans le cadre de la protection du bien-être des animaux. Cette notion d'analyse coût-bénéfice qui a été introduite par Romain au sein du comité d'éthique. Et une évaluation rétrospective si nécessaire, donc si on a un degré de gravité sévère de manière obligatoire, si on utilise des primates non humains de manière obligatoire, et de manière facultative si on a un degré de sévérité modéré. Sur analyse coût-bénéfice, on a vraiment cette notion de balance à la fois entre des coûts qui incluent surtout en fait ce qu'on appelle des préjudices pathocentriques, donc en fait qui vont se focaliser sur la souffrance vécue par les animaux, souffrance physique, souffrance aussi psychologique, et de plus en plus, au moins dans la littérature, et c'est vrai aussi en Suisse où j'ai travaillé du coup sur tout ce contexte-là, ce qu'on appelle aussi des préjudices non pathocentriques, donc l'instrumentalisation excessive ou aller trop loin en termes de changement génétique sur un animal qu'on considérait qu'on n'est plus dans la naturalité de cet animal, enfin de l'espèce en particulier, parce qu'on a une disposition sur la dignité des créatures dans la loi suisse. Et puis, en balance de ça, on met du coup des bénéfices qui sont surtout des bénéfices anthropocentriques, donc plutôt pour l'humain et en termes de gain scientifique ou gain médical pour le progrès scientifique. Et donc, cette notion du coup de balance entre les deux, à la fois en termes d'intérêt pour les humains ou d'intérêt public à faire avancer la science, et de l'autre côté, du coup, les coûts qui sont imposés aux animaux ou les préjudices moraux imposés aux animaux. Ça, c'est vraiment un des premiers principes instrumentaux qui sont utilisés, enfin qui sont définis dans la directive et qui sont utilisés du coup en pratique pour pouvoir évaluer les procédures impliquant des animaux. Après, en termes de critiques qui sont associées, on pourra avoir le temps d'y revenir pendant la discussion possiblement, mais c'est vrai qu'on a certains auteurs, par exemple, qui disent qu'on mélange un peu bananes et abricots en voulant mettre d'un côté en fait des intérêts pour les humains ou des bénéfices pour les humains et d'autre côté des coûts vécus par les animaux. Alors qu'en expérimentation impliquant la personne humaine, typiquement, on va vouloir à la fois avoir cet intérêt scientifique, mais on va plutôt mettre en balance le coût ou les préjudices qui sont vécus par les personnes impliquées dans le processus de recherche et un principe de bienfaisance et de non-malfaisance pour les individus, pour ces mêmes individus. Alors que du coup, c'est pas vraiment dans cette balance-là. Et puis on a comme autre principe instrumental majeur dans l'évaluation des procédures impliquant des animaux, ce principe des 3R. Il a été défini en 1959 par deux chercheurs britanniques, Russell et Birch, et dans un bouquin pour le coup assez difficile à lire, mais ça se lit bien quand même, pour le coup. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont lu ici, parce qu'on parle beaucoup des 3R, mais finalement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu Russell et Birch ou pas? Ok. Toi, tu as lu, forcément. Moi aussi. Mais voilà.
En gros, ils vont définir du coup ces 3 principes, remplacer, réduire, raffiner, et la définition initiale pour le remplacement, c'est la substitution d'animaux supérieurs vivants pour des entités non sentientes. C'est vraiment dit comme ça. Pour le coup, on a déjà l'utilisation du terme sentient à l'époque, très britannique pour le coup. Pour la réduction, on est sur une réduction du nombre d'animaux utilisés pour obtenir une information avec une précision donnée. Et puis pour le raffinement, toute réduction de l'occurrence ou de la sévérité des procédures inhumaines, et cette notion d'inhumanité sur laquelle je reviendrai, qui vont s'exercer sur les animaux et qui doivent finalement être utilisées à des fins expérimentales. Alors ça a été défini par 2 chercheurs qui n'étaient pas forcément philosophes, qui n'étaient pas forcément dans la bonne manière de définir des choses. Et entre-temps, du coup, on a eu un certain nombre quand même de critiques qui ont été mises en avant par la communauté, et puis ça a été repris aussi par la communauté scientifique à partir des années 70, grosso modo, pour être inclus un peu de manière implicite dans la première directive de 86 et puis de manière explicite du coup dans la directive de 2010. Mais pour prendre qu'un seul exemple, la définition de réduire comme étant une réduction. Ça pose problème d'un point de vue philosophique parce qu'on est sur ce qu'on appelle une définition circulaire. Si je vous dis un zèbre, vous savez pas ce que c'est qu'un zèbre et je vous définis le zèbre comme étant c'est un zèbre, vous n'êtes pas plus avancé. Et donc c'est un des exemples en fait de limitation qu'on peut avoir avec les définitions originales de Russell et Birch. Et après, du coup, dans les reprises qui ont été faites derrière par d'autres scientifiques aussi, ou dans le passage législatif, ou qui définissent un peu plus précisément qu'est-ce qu'on entend par là. Au-delà d'un problème de définition sur lequel je reviendrai, on a aussi quelque chose de bien connu qui est un problème d'application des 3R. Pour prendre seulement quelques exemples, sur la notion de remplacement, ce qui est rapporté dans la littérature, c'est vraiment cette notion d'inertie au changement dans les modèles expérimentaux, avec une forte, une forte base finalement sur le modèle animal, vu comme un gold standard ou comme la référence finalement pour pouvoir étudier des phénomènes biomédicaux. Sur la notion de réduction, il y a une étude assez intéressante qui compilait un certain nombre d'études impliquant des animaux et qui montrait qu'il y avait seulement 16% de ces études animales qui avaient une puissance statistique adéquate. Et donc 84% qui étaient soit avec une surpuissance, donc on utilisait trop d'animaux, ou une sous-puissance, on n'utilisait pas assez d'animaux et du coup on n'arrivait pas à conclure la question scientifique. Et puis sur le raffinement, ce qui est souvent rapporté, c'est des questions d'oligo-analgésie, c'est-à-dire qu'on ne prend pas suffisamment en charge la douleur en particulier, et donc les souffrances physiques, et d'un autre côté, une mauvaise définition des points limites, ou un peu trop vague, ce qui fait que on n'arrive pas à être suffisamment prédictif, alors que c'est vraiment la notion centrale dans cette notion de point limite, d'être suffisamment prédictif pour pouvoir éviter des souffrances inutiles aux animaux, et pouvoir les mettre à mort ou arrêter ces souffrances le plus tôt possible. Et puis du coup on a ce problème de définition. J'ai travaillé un peu dessus dans le cadre du coup de ma thèse doctorale et avec des collègues on en est venu à proposer ces mises à jour on va dire de définition sur remplacement comme étant une substitution totale de l'utilisation d'animaux par d'autres moyens, donc moyens que vous connaissez certainement avec les cultures cellulaires, les organoïdes, modèles inorganiques ou des modèles informatiques, in silico. Avec deux quand même aspects importants qui est que d'une part l'alternative doit pouvoir répondre efficacement aux problèmes scientifiques. C'est bien beau de dire qu'on peut remplacer un modèle animal par un modèle informatique, mais si ça ne permet pas de répondre à la question scientifique, on n'est pas beaucoup plus avancé. Et puis il y a aussi cette notion de mise à mort qui était complètement éludée dans les définitions de Russell et Birch, mais qui pour le coup devrait être inclus dans la notion de remplacement, où il ne suffit pas, si vous reprenez, je reviens un peu en arrière avec la notion de remplacement par Russell et Birch, un corps mort, c'est une entité non sentiente. Donc en fait, on pourrait mettre à mort un animal et puis après étudier les organes ou faire d'autres choses pour faire des cultures cellulaires, etc. Et pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de satisfaisant d'un point de vue remplacement en soi, si on y réfléchit un peu. Donc en soi, ça ne devrait pas impliquer cela non plus. Sur la notion de réduction, une optimisation du design expérimental pour minimiser le nombre d'unités statistiques, ce qui est un peu plus pertinent d'un point de vue statistique du coup. C'est pas juste le nombre d'animaux, mais c'est ce qui est pertinent d'un point de vue d'analyse statistique derrière, et sans compromettre la qualité des résultats scientifiques. Parce que l'idée, c'est pour être conclusif quand même lorsqu'on utilise les animaux, qu'on utilise des animaux ou des humains d'ailleurs, dans un protocole expérimental.
avec du coup une notion supplémentaire de ne pas conduire excessivement à plus de mal-être. Si pour pouvoir répondre à ma question scientifique, je peux utiliser 4 animaux et je me dis je vais en utiliser, je vais réduire à 2 animaux, mais en leur infligeant 2 fois plus de procédures, c'est pas forcément une bonne chose non plus en soi. Et donc il faut arriver à trouver un peu un équilibre. Et cet équilibre, du coup, avec le raffinement, qui est l'amélioration des conditions expérimentales pour limiter le mal-être et promouvoir des expériences positives. Elle peut inclure la mise à mort, ça c'est une question qu'on avait discutée dans cet article-là, peut inclure la mise à mort si celle-ci est considérée préférable au regard du bien-être individuel, donc avec cette notion de point limite et avec aussi une considération sur la mort comme étant non privative, en fait, d'un point de vue du bien-être. Et puis, elle ne doit pas conduire à augmenter excessivement le nombre d'animaux impliqués dans la procédure. Encore une fois, si j'utilise 2 animaux, enfin 4 animaux, et que, je ne sais pas, je vais en utiliser 8, 10, 16, etc., en me disant je vais limiter les souffrances impliquées, ce n'est pas forcément non plus une bonne chose, parce que ça vient contredire la notion de réduction. Et puis, il y a une question un peu plus fondamentale sur qu'est-ce qu'on entend par E3R et sur quoi, en fait, on se base lorsqu'on parle des 3R. Et ça, c'est aussi une question qui est souvent mise de côté lorsqu'on écoute des conférences ou lorsqu'on va à des congrès scientifiques sur les 3R, où on se dit c'est un principe éthique, ok, mais on ne vient pas questionner finalement les fondements de ce principe éthique. Chez Russell et Birch, on a cette notion d'inhumanité qui implique aussi une hiérarchie entre remplacement et réduction raffinement. Et puis la notion d'humanité qui est vraiment vue un peu comme cette considération chrétienne envers l'autre, ou le fait de bien agir, vraiment plus une disposition individuelle à tenter de limiter les souffrances autour de nous. Et puis lorsqu'on cherche à mettre à jour, parce qu'aujourd'hui personne ne parle d'inhumanité lorsque vous regardez la littérature scientifique et même la littérature philosophique, on a tenté du coup de mettre à jour toute cette notion-là. Et on en est venu à définir que les 3R renvoient aux états de mal-être et aux atteintes à l'intégrité physique des animaux directement imputables à expérimentation, donc pas uniquement les conditions d'élevage, etc., mais dans l'idée de Russell et Birch et dans l'idée que nous, on s'en fait aussi des 3R, c'est vraiment particulièrement sur les procédures expérimentales que ça nous intéresse. Et ces 3R visent à réduire ces impacts négatifs avec une hiérarchie bien définie, d'abord le remplacement, puis après, si on doit utiliser des animaux, la réduction et le raffinement. Et avec du coup cette notion de mort qu'on rajoute nous aussi dans notre considération, la mort causée pour les besoins d'expérimentation doit aussi être considérée comme un impact négatif et donc doit être évitée ou minimisée dans une certaine mesure. Ouais. On passe ma dernière slide. 2 postulats fondamentaux qui sont non explicites lorsqu'on travaille sur les 3R. La première, c'est une question de silence sur la légitimité morale de l'inclusion d'un animal dans un protocole expérimental, c'est-à-dire qu'on prend les 3R comme étant déjà des principes éthiques en soi, mais ils présupposent en fait le fait qu'on puisse, d'un point de vue moral, les utiliser, et donc il est moralement légitime de les utiliser, alors qu'en fait ils ne nous donnent qu'une ligne de conduite pour rendre cette utilisation permissible d'un point de vue moral. Donc ça ne va pas questionner fondamentalement est-ce que oui ou non c'est ok d'utiliser une souris, un poisson, etc. dans une procédure expérimentale. C'est juste, si on doit en utiliser, il faut suivre cette ligne de conduite pour pouvoir minimiser les souffrances. Et puis, en ce sens, du coup, on peut considérer les 3R comme des principes secondaires, et donc pas comme étant des fondements éthiques vraiment bien dans l'expérimentation animale. Il faut aller un peu plus loin dans la réflexion si on veut vraiment être exhaustif et avoir vraiment une réflexion qui soit pertinente. Deuxième postulat, c'est qu'on est sur une théorie conséquentialiste, plus précisément welfariste, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'ai plus le temps, de la morale, mais ce qui pose 2 choses, c'est que d'une part, la ligne de conduite qui est offerte par les 3R est la réduction de la souffrance. On est vraiment sur quelque chose d'assez classique dans la théorie welfariste, où on cherche à limiter au maximum les conséquences néfastes d'un point de vue prudentiel, donc pour les intérêts des individus concernés. Mais du coup, ça fait que les 3R vont être inopérants pour pouvoir rendre compte d'autres aspects qui ne peuvent pas être analysés de manière pertinente avec des théories conséquentialistes, et donc des notions de justice ou ces notions de contraintes non pathocentriques sur lesquelles on utilise plutôt des théories déontologiques. Et j'en finis ici.
Donc je vais terminer cette table ronde avec une notion qui est, comme le disait Nicolas, très peu mentionnée quand il s'agit de l'expérimentation animale, alors qu'elle est centrale. C'est celle du spécisme. Et je suis curieuse de savoir à main levée combien de personnes ont déjà entendu ce mot, ce concept de spécisme. Ah, c'était beaucoup moins il y a quelques années, donc on fait un bon travail pour faire connaître ce concept. Alors, donc, ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que le mot spécisme, il a été inventé dans le contexte de l'expérimentation animale. En fait, c'est un psychologue qui s'appelle Richard Ryder qui l'a inventé dans les années 70 pour dire, voilà, justement, on a beaucoup évolué en matière de racisme, en matière de sexisme, même s'il reste encore beaucoup de travail, on a quand même pris ces questions au sérieux. Puis il y a les grands oubliés de toutes ces questions-là, qui sont les animaux non humains. Et donc c'est dans ce contexte-là que Richard Ryder crée le concept de spécisme. Donc c'est vraiment en analogie avec d'autres oppressions, que sont par exemple le racisme et le sexisme. Le spécisme, c'est ce que le racisme est à l'espèce, en fait. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et l'idée principale de mon intervention, c'est de dire que l'expérimentation animale n'existerait pas, pour mettre un petit peu de nuance, elle n'existerait pas telle qu'on la connaît et telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, sans le système spéciste pour la soutenir. Donc, pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas encore bien le concept, ce que c'est que le spécisme, donc il y a plusieurs définitions dans la littérature philosophique à ce sujet-là. Je vais en traiter deux, mais si ça vous intéresse, vous trouverez pléthore de ressources et de littérature. N'hésitez pas à me demander aussi, j'ai beaucoup d'articles, que du coup j'ai fait ma thèse sur le concept. Donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer des ressources. Donc les deux définitions que je vais utiliser ici, c'est celle du traitement inégal. Donc le spécisme, c'est le traitement inégal basé sur l'espèce, sur l'appartenance d'espèce. Donc c'est typiquement le fait de traiter systématiquement mieux ou de prendre systématiquement plus en compte les intérêts des humains, par exemple, par rapport aux intérêts de tous les autres animaux. Mais le spécisme, c'est aussi prendre en considération les intérêts de certains animaux plus que d'autres animaux. Typiquement, les chiens et les chats en France, pour parler juste de l'Occident, sont globalement assez bien respectés. Leurs intérêts sont pris en compte, même si, encore une fois, toujours pas assez, mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux, en tout cas, que pour les poules, les cochons, les poissons, les vaches, etc. Tous les animaux qui sont pris dans l'exploitation animale aujourd'hui. Donc ça, c'est la première définition. C'est un traitement inégal basé sur l'espèce. C'est une définition que j'emprunte à François Jacquet, qui est un philosophe suisse, qui a beaucoup développé cette définition dans un ouvrage qui s'appelle « Le pire des mots », que je vous invite aussi à consulter si ça vous intéresse. Et la deuxième définition, qui en fait est complémentaire à cette première définition, c'est celle que j'ai développée dans mon travail doctoral, donc le spécisme comme système d'oppression, basé sur l'appartenance d'espèces. Donc là, on se situe moins dans un champ individuel que dans un champ social, structurel, politique, pour comprendre la domination des humains, notamment sur les autres animaux. Donc comme le racisme est un système d'oppression, comme le sexisme est un système d'oppression, le spécisme est lui aussi un système d'oppression qui se situe à divers niveaux de la société. Donc on a évidemment le niveau culturel. Culturellement, on a des idées qui sont en fait des préjudices par rapport, des préjugés par rapport aux animaux non humains. Il y a l'aspect institutionnel, politique. Les lois sont globalement très spécistes. En fait, il n'y a aucune législation dans le monde actuellement qui remet en cause le spécisme dans ses politiques, dans ses lois. Donc il y a l'aspect politique, institutionnel, juridique, et il y a l'aspect économique aussi. Les animaux sont des ressources, sont des marchandises qu'on exploite pour notre propre bénéfice. Donc le spécisme, c'est pas seulement, même si ça a été inventé dans le contexte de l'expérimentation animale, ça va bien sûr bien au-delà. Le spécisme se manifeste à vraiment beaucoup d'endroits. L'expérimentation animale, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi l'élevage, évidemment, l'industrie agroalimentaire qui exploite des animaux pour qu'on s'en nourrisse,
l'industrie textile, le divertissement. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'aspects de la société qui sont fondés sur une logique spéciste. Donc l'idée principale, quand je dis que l'expérimentation animale ne pourrait pas exister telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui sans le spécisme, c'est qu'on ne ferait jamais subir ce qu'on fait subir aux animaux actuellement dans l'expérimentation animale à des humains. Ce serait complètement impensable. Et même si ça pouvait nous apporter des bénéfices scientifiques importants. Donc là, je rejoins ce que disait Nicolas au début. Souvent, on traite la question de l'expérimentation animale à travers toutes ces idées sur est-ce qu'on a des alternatives ou pas, est-ce que l'expérimentation animale est efficace ou pas. Et moi-même, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, c'était par ce biais-là que j'y suis entrée, que j'ai commencé à y réfléchir. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on y réfléchit. S'il s'agissait d'humains, on n'y réfléchirait pas du tout de cette manière-là. On se demanderait pas s'il y a des alternatives. On n'a pas attendu qu'il y ait des alternatives suffisamment développées pour arrêter de faire des expérimentations cruelles sur des êtres humains. Et ça, bon, je parle d'aujourd'hui, parce que évidemment, à travers l'histoire, on a fait sur des humains humaines des expérimentations absolument désastreuses. Vous aurez des exemples en tête, mais je pense notamment au cas de la syphilis qui a été injectée à des personnes au Guatemala, mais je crois aussi aux États-Unis, pour tester la pénicilline, donc l'efficacité de la pénicilline sur la maladie de la syphilis, donc sur des personnes qui étaient évidemment pas consentantes et qui n'étaient souvent même pas au courant qu'on leur faisait ça. Donc évidemment des populations en plus qui sont racisées, etc., précaires. Et donc quand on a abusé à ce stade-là, et on l'a vraiment fait à travers l'histoire, bon, vous avez sûrement les nazis en tête, etc., mais c'était loin d'être les seuls, on s'est dit collectivement, il faut qu'on trouve des solutions. Ça ne va pas du tout, on ne peut pas continuer comme ça. Et naît le rapport Belmont, dont vous avez probablement déjà entendu parler, à la fin des années 70, en 79, qui a vraiment pour but de mettre des réglementations en place et des principes éthiques forts pour qu'on arrête de faire ces expérimentations sur les humains. Et ce rapport Belmont, il vaut pour les humains, et heureusement, mais il ne vaut pas du tout pour les animaux. Et ça mène à ces différences qu'on met en place quand il s'agit d'expérimenter sur des animaux et sur des humains. Donc c'est ce qui est spéciste, parce qu'on est sur un traitement différencié en fonction de l'espèce. Donc on a parlé ici des comités de protection des personnes. Mes collègues l'ont mentionné. Et on parlait un peu de sa logique, de la manière dont ça fonctionne, etc. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il ne fonctionne pas du tout de la même manière que les comités d'éthique en expérimentation animale. Donc ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le comité de protection des personnes, il suit une logique déontologiste, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne peut pas utiliser des humains comme des fins pour des moyens. C'est vraiment comme des moyens pour nos fins, pardon. C'est vraiment, on les considère comme des êtres qui ont des intérêts fondamentaux qu'on ne peut pas violer sous aucun prétexte, même si ça nous apporte des bénéfices. Donc ça, c'est la logique déontologie, c'est ce qu'on applique pour les humains. Par contre, la logique qu'on applique pour les animaux, pour les autres animaux, parce que je rappelle que les humains nous sommes des animaux, c'est une logique instrumentaliste. Donc là, on ne prend pas du tout en compte les intérêts fondamentaux des animaux. On fait une analyse coût-bénéfice dont mes collègues ont très bien parlé aujourd'hui. Donc, c'est une logique instrumentaliste. Et là, les animaux sont utilisés comme des moyens pour des fins scientifiques. Ce qu'on ne fait, encore une fois, pas du tout dans le cas de l'expérimentation sur des humains. Et donc, on a une philosophe qui s'appelle Angela Martin, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de l'expérimentation animale et qui s'est dit, bon, comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait moins ce fossé entre la manière dont on fait de la science sur des humains et la manière dont on fait de la science sur des animaux non humains. Et donc, elle a réfléchi à cette question et elle s'est dit que pour que ça se ressemble un petit peu plus, il faudrait prendre en compte ces différentes choses, notamment une forme de consentement pour les animaux, ce qu'on ne respecte pas aujourd'hui. Prendre en compte que leurs intérêts fondamentaux, et par intérêts fondamentaux, on parle comme exemple l'intérêt à ne pas souffrir,
l'intérêt à ne pas ressentir de la douleur, l'intérêt à ne pas mourir. Donc prendre en compte cet intérêt à éviter les maladies, à éviter la souffrance. Et c'est pas ce qu'on fait, encore une fois, dans l'expérimentation animale telle qu'elle est pratiquée. On interdirait aussi de les instrumentaliser comme des ressources biologiques. On ferait en sorte que, comme mentionné Edwin, on ait un bénéfice direct pour les animaux qui souffrent, que les bénéfices de ce qu'on leur fait subir leur reviennent à eux et pas à autrui. En l'occurrence, c'est pour autrui dans l'expérimentation animale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, notamment les humains, mais aussi d'autres animaux qui ne sont pas les animaux auxquels on fait subir ça. Et puis, on évaluerait de manière indépendante les projets selon des critères non spécistes. Et ça me fait rebondir sur ce que tu disais, Romain, sur le comité d'éthique pour l'expérimentation animale. Ça m'a frappé qu'il n'y ait pas d'éthiciens et d'éthiciennes dans le... Alors qu'il y en a pour les comités d'éthique pour les personnes humaines. Et c'est les personnes qui sont les plus compétentes pour savoir ce qui est juste, injuste, moralement acceptable ou non. Et il n'y en a pas dans les comités d'éthique. Enfin, tu me diras si je me trompe, si c'est juste... Non, effectivement, de façon réglementaire, c'est pas une obligation. Après, il peut y en avoir qui décident de se joindre à ces comités d'éthique. Et dans ce cas-là, ils auront plutôt le rôle de membres de la société civile. Ah oui, d'accord. Ok. Donc il n'y a pas un rôle pour les éthiciens, éthiciennes, c'est plus... Okay. C'est pas prévu par la réglementation. Ok. Bon, ça c'est intéressant. On pourra en discuter pendant les questions. Donc tout ça, c'est impossible dans les conditions actuelles de l'expérimentation animale. Donc Angela Martin conclut sur le fait que l'expérimentation animale aujourd'hui est spéciste et qu'elle nécessiterait une refonte pour ne plus l'être. Donc l'expérimentation animale telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée dépend du système spéciste et participe à le consolider. Et là où ça pose problème, c'est que le spécisme est immoral. Il repose sur des critères qui sont arbitraires moralement. Donc ça, c'est tout un champ d'études en philosophie morale qui se pose la question de ce qui est moral, de ce qui est immoral, etc. C'est vraiment le but de la philomorale, de l'éthique, autrement appelée. Et donc, il y a un consensus scientifique sur le fait que le spécisme est immoral. Et là, je vous renvoie à la déclaration de Montréal sur l'exploitation animale qui a été signée par plus de 500, à l'heure actuelle, plus de 500 chercheurs et chercheuses et qui soutiennent justement que le spécisme est difficile à tenir moralement. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur des critères arbitraires, comme le racisme, comme le sexisme. L'appartenance de genre, c'est pas une raison de traiter différemment quelqu'un. Et c'est pareil avec l'appartenance ethnique. Et donc, l'appartenance à l'espèce ne devrait pas non plus être un critère pertinent moralement. Tout comme plein d'autres critères. Vous pourrez me dire, oui, mais il y a plein d'autres critères qui font que les humains sont supérieurs aux autres animaux, notamment l'intelligence, la rationalité, le langage, etc. Mais en fait, tout ça sont des critères qui ont été étudiés par les personnes qui se dédient à cette recherche et qui ont tous été débunkés, en fait, comme des critères pertinents moralement. C'est pas parce que vous êtes plus intelligent que vous méritez d'être mieux traité. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de langage que vous méritez d'être mieux traité. Et j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Ce qui fait la différence dans la manière dont je dois vous traiter, c'est si vous êtes capable de ressentir des choses, si vous êtes capable d'être affecté positivement ou négativement par ce que je vous fais subir. Et donc là, on arrive au concept de sentience dont vous avez entendu parler déjà aujourd'hui. Aussi à main levée, qui avait déjà entendu parler de ce concept ? Ah oui, donc, ouais, ok, pas mal. Donc voilà, c'est la capacité à être affecté positivement ou négativement par ce qui nous arrive. Donc c'est la capacité à avoir des émotions et aussi des sensations. Donc les émotions, ça peut être cognitivement développé comme la peur, l'angoisse, la joie, la tristesse, etc. Mais ça peut aussi être juste des sensations. Donc ça, c'est le froid, la faim, par exemple, la douleur, tout ça, le plaisir, tout ça sont des états, des sensations, des états mentaux qui sont des sensations. Donc la sentience, c'est cette capacité à avoir des émotions et ou des sensations qui sont positives ou négatives. Et là, je ne vais pas répéter ce que Guillaume a déjà très bien dit.
Je vais juste mentionner 2 déclarations qui font état de ce consensus scientifique sur quels sont les animaux sentients, qui donc incluent tous les vertébrés, tous les mammifères notamment, mais aussi certains invertébrés, comme disait Guillaume tout à l'heure, potentiellement des insectes aussi. Donc ça, c'est les 2 déclarations qui font état de ce consensus scientifique sur quels animaux sont sentients. Et pour revenir à l'expérimentation animale, quasiment tous les animaux sur lesquels on fait de l'expérimentation animale sont sentients. En tout cas, les souris dont on a dit aujourd'hui qu'elles étaient les principales perdantes du jeu de l'expérimentation animale sont sentientes sans aucun doute scientifique. Donc, pour finir, l'expérimentation animale n'existe que parce que le spécisme existe. Je pense que si on n'était pas dans une société spéciste, l'expérimentation animale n'existerait jamais telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, parce qu'on prendrait simplement en compte les intérêts des animaux dans ce qu'on leur fait subir. On a vu que le spécisme était immoral, on peut en rediscuter, parce que je sais que ça peut être un petit peu surprenant si on n'y a jamais réfléchi. Et bon, il y a plein de débats qu'on peut avoir sur est-ce que le spécisme est moral ou non. Moi là, je vous balance un peu comme ça qu'il est immoral, on peut évidemment en discuter. Donc si l'expérimentation animale dépend du spécisme et que le spécisme est immoral, alors l'expérimentation animale est elle aussi immorale. Ça suit logiquement. Et là encore, on peut en discuter avec grand plaisir. J'ai fait une slide exprès un petit peu choc pour que ça génère, j'espère, du débat. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à tous les intervenants. Donc maintenant, on va passer à quelque chose de plus interactif. Donc on voudrait peut-être commencer par une question qui permettrait aux intervenants de débattre un petit peu. Donc j'imagine que vous avez plein de questions. Donc si quelqu'un a une question, lève la main et je lui apporte le micro. Et on va continuer comme ça pour le reste de la séance. Merci pour vos interventions, c'était grave intéressant. Et moi, j'ai une petite question, parce que du coup, j'ai déjà eu des cours de bioéthique, etc. Ça, plus ce que vous avez dit, ça, plus les discussions qu'on peut avoir, ne serait-ce entre amis, principalement des personnes concernées du coup, par l'expérimentation animale, mais voilà. Est-ce que pour vous, ça serait pertinent de faire des distinctions, donc par exemple des distinctions entre des expérimentations animales pour trouver un nouveau vaccin, VS pour tester la nouvelle crème anti-âge. Alors je sais qu'il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui essayent de faire de moins en moins, voire plus d'expérimentation animale. Est-ce que pour vous, ça serait pertinent de faire une sorte de hiérarchisation par rapport effectivement à l'intérêt in fine de l'expérimentation animale ou pas? Je peux dire un mot sur les cosmétiques. Sur les cosmétiques, il faut voir que dans l'Union européenne, depuis 2013, c'est interdit pour les mises sur le marché, dans les dossiers de mise sur le marché des cosmétiques, c'est interdit qu'il y ait des données qui viennent de tests sur les animaux pour les produits finis et pour les ingrédients qui les composent. L'exception qu'il y a à ça et qui fait qu'on a encore des tests sur les animaux pour certains ingrédients cosmétiques, c'est à cause de la réglementation REACH qui dit que pour la sécurité des travailleurs et travailleuses, il y a besoin de tester les produits qui vont être manipulés, etc. Et celle-ci, d'après la Cour de justice européenne, passe au-dessus de la réglementation qui interdit les données animales pour les cosmétiques. Donc il y a eu la Cour de justice européenne qui a obligé une entreprise cosmétique à tester 2 ingrédients spécifiquement cosmétiques, utilisés nulle part ailleurs, sur des animaux pour qu'ils aient le droit de les utiliser. Donc voilà, ça reste ultra marginal. Okay, après, sur le fond de la question... Parce qu'après, ça peut aussi être de la hiérarchisation entre, par exemple, de la recherche fondamentale oui, ou par exemple de la recherche expérimentale ou de la recherche pour trouver une solution à une maladie en particulier qui fait énormément de morts. Bon, après, effectivement, c'est un peu... On se focus... Oui, par exemple... Alors, si je peux apporter mon point de vue, c'est déjà fait, en fait. C'est déjà pris en compte. Il y a le gain épistémique potentiel de la recherche fait déjà une différence et est déjà inclus, normalement, dans cette balance coût-bénéfice dont j'ai discuté.
Et on a des cas, je vais revenir sur la Suisse, encore une fois j'ai étudié ce pays-là en particulier, donc j'ai plein de choses là-dessus, mais il y avait eu des cours c'est allé jusque sur des cours de justice qui avaient fait une différence sur deux protocoles assez similaires sur des primates non humains, où l'un avait un but purement fondamental, alors que l'autre avait un but plutôt pratique. Et dans le cas du coup de expériences à visée fondamentale, la Cour de cassation avait du coup cassé l'autorisation d'expérimenter, alors que dans le cas appliqué, elle l'avait autorisé, in fine. Donc c'était assez intéressant de faire un peu la comparaison entre les deux. Dans les deux cas, c'était des neurosciences oculaires, il me semble, si je ne bêtise, mais voilà. Alors, en tout cas, c'est déjà fait, et d'un point de vue théorique au sein des comités d'éthique, normalement, et d'un point de vue pratique, après, d'un point de vue législatif. Et après, d'un point de vue moral, il faut bien comprendre que effectivement, ce gain épistémique, c'est censé être quelque chose qu'on doit prendre en compte. Comment dire, intuitivement, finalement, entre une expérience qui doit impliquer, par exemple, 10 personnes, où il y a... comment dire, les chances d'obtenir en fait une réponse scientifique sont assez faibles prospectivement, versus une expérience plutôt similaire en termes de dommages ou préjudices causés aux participants, où là on a des chances beaucoup plus élevées d'obtenir une réponse définitive et de ne plus avoir à refaire l'expérience derrière, ou en tout cas de pouvoir répondre à la question scientifique. Forcément on va être enclin finalement à accepter la seconde et à plutôt rejeter la première, ou à être très précautionneux sur la première, sur l'autorisation de la première. Donc, voilà. Si je peux. Moi, je veux bien continuer de rebondir sur cette question pour après vous lancer vous aussi dessus sur un débat. C'est que effectivement, il y a cette notion de coût-bénéfice où on peut hiérarchiser ce pourquoi est faite l'expérimentation animale. Mais ce qui est surtout important dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est l'expérimentation animale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. On peut aussi se demander, est-ce qu'une forme d'expérimentation animale est acceptable ? Et moi, j'aime bien prendre l'exemple des animaux de compagnie. Qu'on soit anti-spé, vegan, en général, on n'est pas contre avoir des animaux de compagnie. On peut débattre de la captivité, d'avoir un animal un peu dans une prison dorée, on peut utiliser cette analogie, de se dire, est-ce qu'il ne préférerait pas sortir plutôt qu'être dans un appartement ? Mais en même temps, il est nourri, il est logé, il est câliné. A priori, il y a plein de chats qui vivent quand même une vie assez chouette, même en captivité. Et du coup, j'ai pas réfléchi à cette question en long et en large, mais on peut imaginer des sortes d'animaux de compagnie de laboratoire, où on a par exemple des grandes animaleries, où des animaux peuvent être dans des grands parcs, où on peut appliquer certaines procédures qu'on juge acceptables. On peut par exemple leur injecter un petit truc un peu inoffensif ou tester un petit produit, mais en très petite quantité, ou dans ce genre d'idées de choses qu'on pourrait trouver acceptables, et où ça servirait aussi la science, mais où les animaux ne seraient pas forcément contraints en perpétuelle souffrance, comme dans certains modèles aujourd'hui. On peut imaginer quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. Merci. Comment juger de ce qui est acceptable ? Est-ce que ça revient à se poser la question de est-ce qu'on pourrait le faire sur l'homme ? Donc à ce moment-là, quelle est la pertinence de garder un modèle animal dans ce questionnement ? Comment vous définissez ce qui est acceptable ? Il y a un principe qui a été écrit par Charles Hume, qui a fondé l'UFAW, UFAW, qui est l'association anglaise qui a à peu près créé le concept de bien-être animal au début du XXe siècle. À la fin des années 20, il écrivait dans un article qu'il doit y avoir un principe global qui est effectivement de ne pas faire à des animaux ce qu'on ne serait pas prêt à endurer soi-même. Alors en omettant, il avait des petites précisions, en omettant les conséquences de la mort, parce qu'il y a des conséquences sociales, etc., qu'il ne voulait pas prendre en compte. C'était il y a 100 ans. Mais du coup, il y avait vraiment cette idée, voilà, si on n'est pas prêt à se le faire à soi-même, alors il ne faut pas le faire aux animaux. Bon, ensuite, l'UFO a un peu effacé cette partie-là de la philosophie de Charles Hume, et c'est devenu complètement autre chose dans les propos, mais il y avait effectivement ce principe-là. Et pour Angela Martin, on est à peu près dans cette perspective-là. Pour les gens qui travaillent aujourd'hui à l'Université de Washington sur l'adaptation du rapport Belmont aux autres animaux, aux animaux non humains, on est un peu dans cette perspective-là. Il faut voir que si on peut le faire à l'humain, on le fait sur l'humain.
Si on peut le faire sur d'autres animaux et qu'on ne peut pas le faire sur l'humain, ce qui existe, par exemple, pour développer des médicaments vétérinaires, il n'y a pas beaucoup de sens à faire les tests sur les humains, parce que là on se retrouve avec le problème de la transposition dans l'autre sens, ça irait pas. Ça ne veut pas dire pour autant que ce serait légitime de faire n'importe quoi à ces animaux-là. Et dans ce cadre-là, il y a la recherche clinique vétérinaire qui existe, déjà, qui ironiquement n'est pas réglementée, et à peu près pas réglementé, ne doit pas passer par des comités d'éthique, etc. Mais ça veut dire vous allez avec votre animal de compagnie chez le vétérinaire ou la vétérinaire peut vous proposer d'inclure cet animal dans une étude en cours et donc de prélever du sang un peu, comme ça. L'animal ne sera jamais complètement lésé. Idéalement, s'il a envie de se retirer, il ne sera juste pas inclus dans l'étude. Ça peut être une marque de dissent, je ne sais plus comment. Dissension, une marque, voilà, qu'il n'a pas envie de ça, il ne donne pas son consentement, il ne donne pas son assentiment, et donc non, il ne veut pas dans l'étude. Tout un tas de principes qui peuvent être mis en place comme ça, qui font que l'animal est intégré, on ne va rien lui inoculer comme maladie, mais s'il a déjà des maladies, pourquoi pas lui prendre un peu plus de sang au moment d'une prise de sang qu'on fait en clinique. Ça peut être tout un tas de choses qui peuvent exister de cette manière-là. Évidemment, dès lors qu'on fait naître un animal dans le but de l'utiliser dans des expérimentations, là, on a déjà violé un principe fondamental, on a déjà violé un intérêt fondamental de l'animal qui est de ne pas être instrumentalisé, puisqu'on l'a déjà instrumentalisé avant même sa naissance. Donc là, après, dites le contraire si vous voulez, mais je crois qu'en tout cas, Edwin, c'était quelque chose que tu avais déjà exprimé à peu près de cette manière-là. Juste pour revenir à la question initiale sur comment est-ce qu'on considère que quelque chose est acceptable, en philosophie morale, on vient se baser en fait sur des principes moraux. Lorsqu'on a après une approche, alors il y a différentes approches, comme l'a dit Sarah, c'est pas le livre de faire tout état de la métaéthique et en long, large, en travers. Mais en gros, sur le cas de l'expérimentation animale, par exemple, on va se baser sur des principes. Pour le rapport Belmont, par exemple, chez les humains, on a le principe de respect des personnes, un principe de bienfaisance, qui est un peu une balance entre bienfaisance et non-malfaisance, et un principe de justice sociale, qui ont été définis. Par exemple, ça peut être une base de principe pour dire comment est-ce qu'on peut appliquer ça aux animaux, et puis après, si on arrive à appliquer ça aux animaux, ça nous permet de définir un peu une frontière entre l'acceptable et le non-acceptable, typiquement. De transposer en fait, des concepts humains vers le côté... En fait, de faire un mouvement théorique, parce que globalement, il n'y a pas... on n'est pas sur le même état de vulnérabilité entre un humain parfaitement consentant, capable de consentir à pouvoir être inclus dans un protocole de recherche, versus du coup un animal qui ne peut pas défendre ses propres intérêts, pour le coup, et pour lequel on a besoin de pouvoir trouver des proxys de défense de ses intérêts. Pour le coup, et comment est-ce qu'on arrive à définir ça, etc. Donc en fait, il y a toute cette réflexion-là qui existe dans la littérature et qui est déjà discutée en soi. Voilà. Et qui existe chez les humains d'ailleurs, puisqu'on a déjà un tas de personnes humaines qui sont très vulnérables, soit pour des raisons de handicap divers, soit pour d'autres raisons. Et il y a toute une littérature. Dans la déclaration de Helsinki, la dernière révision de la déclaration de Helsinki a renforcé sa partie qui concernait la vulnérabilité, en précisant encore plus justement comment défendre les intérêts de ces personnes qui sont vulnérables. Et elles, donc, ils ne peuvent pas être inclus dans des recherches du tout si elles ne vont pas en tirer un bénéfice individuel, ou si leur groupe auquel elles appartiennent, alors je ne sais plus comment c'est formulé exactement, mais il faut vraiment qu'il y ait des intérêts spécifiques pour cette personne qui est inclue. Ça, c'est quelque chose qui est inexistant dans l'expérimentation animale, puisque l'immense majorité des animaux sont tués après les expériences pour analyser leurs tissus, ou parce qu'ils ne vont plus servir, ou comme ça. Il y a une infime minorité qui est donnée en retraite, en réhabilitation, mais la plupart sont tués, donc ça n'existerait pas chez les humains non plus. Et je me permets d'apporter mon point de vue sur la question précédente, sur la hiérarchisation. En fait, la réglementation, elle prévoit déjà certaines classes de réglementation. On va trouver l'expérimentation animale faite pour l'expérimentation fondamentale et la création de connaissances. Mais on a aussi tout un pan de la réglementation qui va être pour les études réglementaires nécessaires aux autorisations de mise sur le marché de médicaments, notamment. Et puis on a toute la partie sur l'enseignement, parce que beaucoup d'animaux vont être utilisés en expérimentation animale pour de l'enseignement, notamment qui va viser à former les gens à l'expérimentation animale, mais aussi les chirurgiens à réaliser des chirurgies sur différents types
espèces en fonction de la proximité des tissus de ces espèces avec les tissus humains pour certains types de chirurgie qui vont avoir un intérêt particulier. Donc cette hiérarchisation, elle existe déjà en partie. Donc voilà, je sais pas si ça apporte... Absolument. Oui, et c'est toujours le cas effectivement dans l'expérimentation animale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. C'est vraiment ce que vont apporter ces projets à l'homme in fine qui est mis dans la balance vis-à-vis de ce que va subir l'animal. Mais est-ce qu'on est vraiment apte à pouvoir juger de ça? En fait, la question, elle se situe là, et la question éthique, elle se situe là. Et du coup, la balance en question, il y a eu pas mal de commentaires dessus qui font qu'en fait, c'est une balance qui est impossible. Et la manière dont elle est pratiquée, du coup, ça va pas tellement être une balance utilitariste, puisqu'on va pas pouvoir quantifier des choses qui sont comparables. Et donc, on se retrouve avec une balance instrumentaliste, comme disait Sarah, où on a vraiment tous les coûts pour les animaux qui sont d'un côté, les bénéfices attendus pour les humains de l'autre. Et ce qui est mesuré, c'est pas tellement le poids entre les deux, c'est si tous les coûts qui sont là participent à ces bénéfices. S'il y a des coûts qui ne participent pas aux bénéfices, ceux-là, ils sont jugés inacceptables. Mais tous les coûts qui participent aux bénéfices sont jugés légitimes. Dans la réglementation telle qu'elle est faite maintenant, dans les 3 R qui sont conçus maintenant, on est vraiment sur ça, c'est-à-dire l'expérimentation animale est jugée légitime dès qu'elle est utile, les souffrances sont jugées légitimes dès qu'elles sont jugées utiles. On est vraiment là-dessus actuellement. Moi, si je peux intervenir, je voulais vous remercier pour les différents éclairages que vous apportez, c'est super riche. Enfin, vraiment, on a envie de creuser un peu plus différents aspects. Je voulais revenir sur quelque chose qui me semble vraiment important à rappeler, qui a été dit par Edwin très bien, c'est que dans les comités d'éthique en expérimentation animale en Europe, en fait, les 3 R sont secondaires. C'est un principe secondaire, c'est-à-dire que c'est pas au niveau du comité d'éthique en expérimentation animale qu'on se pose la question de la légitimité d'utiliser ou non l'animal. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a un malentendu. C'est-à-dire que globalement, les gens s'imaginent que c'est là qu'on va décider si oui ou non on peut utiliser des animaux. Et pour moi, cette question, c'est une question de société, c'est une question politique. C'est au niveau de la réglementation en Europe, la réglementation européenne. Bien évidemment, il faudrait que ce soit mondial, parce que si on interdit l'expérimentation animale en Europe, bien évidemment que les sociétés pharmaceutiques vont aller installer leur laboratoire de recherche dans d'autres régions du monde où c'est autorisé. Donc c'est vrai, une vraie complexité. Et alors c'est pas pour nous dédouaner, nous acteurs locaux, mais j'ai l'impression que nous on peut pas faire grand chose d'autre que d'essayer d'améliorer la condition animale et d'éviter évidemment qu'il y ait tout débordement, évidemment. Et je me demande, parce que vous l'avez dit, en fait, il y a dans aucune législation sur Terre pour le moment, le spécisme n'est jamais remis en cause. Donc comment arriver, parce que là, pour arriver en fait à poser cette question, il faudrait quasiment que le spécisme soit partagé par tous. Et j'ai l'impression qu'on en est loin. Donc je n'ai pas de solution, hein, mais c'est une vraie réflexion, parce que pour le moment, dans nos sociétés, ça semble pas. Enfin, moi, je veux dire, si j'ai une fourmi chez moi qui m'embête, je l'écrase. Sauf si je peux facilement la prendre pour la mettre dehors, mais bon, j'habite au 8e étage, bon, je la lâche du 8e étage de la fenêtre, je ne sais pas ce que ça donne. Hein. Donc, et je pense qu'on est nombreux en fait à pas accorder la même importance à tous les êtres vivants. Et c'est une vraie question qui me pose question. Mais je me pose la question de à quel niveau on doit la poser. Et je ne suis pas sûre que ce soit au niveau... Et effectivement, réglementairement, les comités d'éthique en expérimentation animale ne fonctionnent pas du tout pareil que les comités de protection des personnes. Mais je ne sais pas si vous avez des éléments d'éclairage à apporter là-dessus. Pour moi, c'est vraiment problématique. Je trouve que c'est exactement là où l'expérimentation animale, où il y a vraiment un peu ce paradoxe de l'expérimentation animale, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser les animaux les plus proches de nous possibles pour que
pour pouvoir étudier les maladies, pour les prévoir le mieux possible chez l'humain. Mais en même temps, quand on est trop proche de l'humain, on se dit, éthiquement, bof, comme les grands primates, par exemple, c'est complètement interdit d'expérimenter dessus. Les plus petits primates, on expérimente quand même un peu dessus, mais si je remets les chiffres, enfin, on est sur quelques dizaines, centaines max par an. Plusieurs milliers. Ok. 3000, ok. Mais comparé aux millions de souris, ça reste très très peu. Et en fait, on a vraiment ce jeu de... On veut s'éloigner de l'humain pour l'éthique, mais on veut se rapprocher de l'humain pour que ça ressemble le plus possible aux maladies qu'on essaie de contrer. Et du coup, ça, c'est le jeu de l'expérimentation animale. Et après, on a l'autre jeu, l'autre gradient un peu où on n'est pas trop sûr, et c'est un peu ce que vous mentionnez, c'est le gradient de la sentience, c'est-à-dire quels animaux sont sentients, lesquels on devrait vraiment, où est-ce qu'on devrait mettre la limite en fait. Et vous prenez l'exemple de la fourmi, les petits animaux, les petits insectes, les petits, je sais pas moi, les vers, les choses comme ça, on a de plus en plus de sciences aujourd'hui qui montrent tout un tas d'éléments concordants avec ce qu'on connaît chez l'humain ou chez les autres animaux. Les nocicepteurs, le traitement dans le cerveau, les comportements quand ils réagissent à des stimuli nocifs, ce genre de choses. Et donc c'est l'accumulation de ce genre d'informations qui va nous indiquer si on doit protéger ou non ces animaux. Et du coup, l'expérimentation animale, elle a vraiment ce questionnement qui reste spéciste, comme l'a présenté Sarah. Donc il est très haut. Les souris sont les plus utilisées parce que c'est suffisamment proche de nous, mais suffisamment éloigné, etc. Et de l'autre côté, il y a cet autre questionnement de jusqu'où est-ce que cette ligne devrait aller, en principe jusqu'à la ligne de la sentience, puisque c'est ça ce dont s'accordent les philosophes et les scientifiques. Et cette limite-là, pour le coup, elle est beaucoup plus basse. Aujourd'hui, la science, elle tourne autour des insectes, mais tout ce qui est au-dessus, donc les céphalopodes, les crabes, les crevettes, et puis tous les mammifères et tous les vertébrés, eux, ils devraient être compris là-dedans déjà. Si je peux rebondir du coup sur la question de la sentience, c'est un autre vrai problème, parce que comment est-ce qu'on évalue la sentience aujourd'hui, si ce n'est par comparaison à ce que nous on connaît de la douleur et de la souffrance humaine en fait. On cherche chez les insectes, et moi je suis tout à fait sensible aux expériences. J'ai vu des travaux récents sur les abeilles qui montrent que les abeilles peuvent ressentir quelque part des émotions. Elles peuvent ressentir plutôt du plaisir à aller faire certaines choses ou des émotions négatives. Je ne sais pas comment les appeler, les émotions négatives des abeilles, mais voilà. En fait, on essaye de trouver soit, comme vous dites, des nocicepteurs, des choses qui ressemblent à ce que nous, on connaît chez l'homme. Et en fait, c'est très difficile en fait, de mettre une limite. En fait, on n'est pas dans le cadre de la vie de ces animaux-là. Donc, comment protéger forcément, on est amené à protéger, comme vous le dites, tout ce qui nous ressemble. Et ça, c'est quelque part, on est l'anthropocentrisme. On est vraiment centré sur nous. Il dit, ce qui nous ressemble, on le protège. Et les animaux, à partir du moment où ils nous ressemblent moins, on a moins de considération pour eux. Et c'est pas pour dire qu'on ne doit plus faire d'expérimentation animale, parce que moi-même j'en fais, je veux le dire. et je vois l'intérêt de le faire. Et je pense que dans certains cas, c'est tout à fait légitime. Et je pense qu'il y a des espèces qui, quelque part, entre guillemets, utilisent d'autres espèces, sans être des espèces humaines. Voilà, entre espèces, il y a des systèmes où certaines espèces peuvent utiliser d'autres espèces sans qu'on considère que ces espèces qui utilisent les autres sont spécistes. Voilà. Mais la réflexion sur les limites de l'expérimentation animale, je la trouve tout à fait légitime. Mais c'est juste pour remettre sur la table cette question de sentience, parce qu'on dit c'est facile, en fait, on va faire de plus en plus de recherches pour comprendre quelles sont les espèces sentientes. Et en fait, on définit souvent la sentience par rapport à ce que nous, on connaît de nos émotions. Tu veux y aller ? Oui. Okay. Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que la question de comment on reconnaît la sentience est hyper importante. Et on ne s'arrête pas à ce qui ressemble à ce que nous, on connaît. Parce qu'en fait, il y a plein de critères pour établir la sentience. C'est très documenté, c'est très rigoureux comme processus pour déclarer qu'une espèce est probablement sentiente.
On a reconnu la sentience d'animaux qui sont très différents de nous. Par exemple, les poissons. Aujourd'hui, on sait que grâce à notamment une éthologue qui s'appelle Lynn Snedden, que les poissons sont sentients, alors que les poissons sont assez éloignés de nous, en tout cas dans l'imaginaire. On sait aussi que les céphalopodes sont sentients, alors qu'ils n'ont pas un système nerveux centralisé comme nous, on le connaît chez les humains, mais aussi chez les autres mammifères. Et globalement, il y a 3 grands groupes d'indices qu'on utilise pour inférer la sentience d'une espèce. Donc c'est très très rigoureux. On s'arrête pas à ça ressemble à ce que moi j'ai connu quand on m'avait pensé. Donc je m'arrête là. Il y a 3 grands groupes. Il y a les critères physiologiques. Donc qu'est-ce que dans la physiologie d'une espèce on peut trouver qui nous fasse penser qu'elle est capable de ressentir des choses. Donc ça, c'est le groupe d'indices physiologiques. On ne s'arrête pas là, il y a aussi le groupe d'indices comportementaux. Donc ça, c'est comment est-ce qu'une espèce réagit quand on lui induit de la douleur, notamment dans une expérience. Est-ce qu'elle, par exemple, quand on lui injecte une substance douloureuse, on l'a fait notamment avec des truites dans la lèvre, donc on leur a injecté une substance douloureuse dans la lèvre, c'était du venin d'abeille si je me souviens bien, et on a observé leur comportement, notamment elles sont allées frotter leur bouche contre la paroi de l'aquarium pour se calmer un petit peu avec le froid du verre. On a aussi fait d'autres expériences où on a injecté dans une partie de l'aquarium qu'elle préférait pas à la base, elle préférait une partie de l'aquarium enrichie où il y avait un environnement enrichi pour elle, donc elle préférait initialement, donc ça on l'a laissé, on leur a injecté le venin d'abeille et elles sont allées d'elles-mêmes dans la partie de l'aquarium où on avait mis de l'analgésique, alors que c'était la partie de l'aquarium qu'elles fuyaient au début, mais comme elles ont senti que ça apaisait leur douleur, elles y sont allées. Donc il y a ces indices-là qui sont comportementaux. Puis un 3e grand groupe d'indices, les indices évolutionnaires. Donc ça, on étudie pourquoi est-ce qu'une espèce serait sentiente. Est-ce qu'il y a des jalons évolutionnaires qu'on peut retracer qui expliqueraient pourquoi telle espèce est capable de ressentir la douleur et telle espèce n'est pas capable de ressentir la douleur, entre autres émotions et sensations. Donc évidemment que ça pose question épistémologiquement, est-ce que ces critères sont suffisamment bons, est-ce qu'ils sont suffisamment larges pour inclure des expériences qui seraient différentes des nôtres, mais je crois que c'est quand même une très bonne base, en tout cas c'est une base très rigoureuse que les chercheurs et les chercheuses s'adonnent à respecter avec vraiment beaucoup de cœur et de difficulté, parce que c'est vraiment souvent pas du tout facile d'évaluer tout ça. Donc quand on en arrive à un consensus scientifique sur une espèce, vous pouvez être sûr que ça a été un processus très long et très précis pour dire, bon, on a de bonnes raisons de penser que cette espèce est sentiente. On ne s'est pas du tout arrêté à elle a l'air d'avoir mal comme moi j'ai mal, quoi. Donc c'est quand même un processus très, très long. Je peux y aller. Je vais même aller encore plus loin. On ne peut pas montrer que l'homme est sentient, ni conscient. On ne sait pas encore ce que c'est vraiment la conscience, comment l'étudier. On n'a pas un test qui nous permet de dire tel est sentient, tel est conscient ou pas. Entre nous, on le sait parce que, bon, on est humain, on imagine avoir la même expérience des choses. Quand on voit du bleu, on s'imagine qu'on voit tous la même chose. Pour les animaux, on n'en sait rien. La seule façon qu'on a d'être sûr que quelqu'un a mal, c'est de lui demander. De lui demander, as-tu mal ? Oui, j'ai mal. Aucun animal ne nous le dira. Donc on utilise des proxys, on utilise des repères qui nous indiquent, nous, quand on a mal, on enlève notre main, on pleure, on va toucher la main, etc. Les animaux font exactement pareil. Donc effectivement, on ne peut jamais prouver. On peut juste regarder des corrélats. Donc chez l'humain, on regarde des corrélats de la conscience dans le cerveau par IRM. Chez les animaux, on peut aussi, mais on comprend moins ce qui se passe dans leur cerveau, donc forcément, on le comprend moins. Pour la sentience, c'est pareil. C'est pas tant qu'on peut affirmer qu'un animal est sentient ou pas, c'est juste que l'accumulation de preuves nous impose d'être prudent et de se dire, cet animal-là, on a, comme dit, des preuves à la fois évolutionnaires et comportementales et physiologiques qui nous permettent de dire, il y a quand même de grandes chances que cet animal souffre, même si on n'a pas beaucoup d'empathie, que c'est une crevette, mais en fait cet animal est capable de souffrir, on le fait souffrir face à ce qu'on leur fait subir dans l'élevage, dans l'expérimentation, et donc il faudrait qu'on soit prudent. On ne saura jamais s'ils sont vraiment sentients ou pas, mais on a vraiment cette accumulation de preuves, quoi.
Et je vais même aller un peu plus loin. Les animaux, dans leur milieu naturel, vont avoir tendance à cacher le fait qu'ils ressentent de la douleur pour éviter qu'en termes de chaîne alimentaire, ceux qui sont au-dessus d'eux voient qu'ils sont plus faibles ou plus enclins à être bouffés par rapport à celui d'à côté qui, lui, ne va pas ressentir de douleur, ce qui peut rendre encore plus difficile la détection de ces caractères de douleur chez les animaux. Ce qui doit faire augmenter justement chez nous, comme ce que tu dis, le fait de percevoir ces notions, et ça rejoint les points limites dont tu as parlé, c'est qu'en termes d'expérimentation, il faut vraiment prévoir au maximum ce qu'on va observer chez l'animal pour tenter de minimiser au maximum les douleurs qu'il va pouvoir ressentir. Et le comité d'éthique s'inscrit aussi ici dans le fait de juger et de discuter les points limites qui vont être fixés sur une procédure de façon à limiter au maximum la douleur qui va être ressentie par l'animal. Ça va nous permettre de mettre en place un suivi analgésique ou une mise à mort pour éviter que l'animal ressente une douleur qui n'est pas nécessaire à l'expérimentation. J'ai un mini dernier point. Les animaux entre eux sont probablement spécistes, mais on considère les animaux comme des sujets moraux et pas des agents moraux. C'est-à-dire que nous, on réfléchit à ce genre de choses et du coup on a comment on appelle ça ? Une agentivité morale. On a une agentivité qui nous dicte en fait ce qu'on devrait faire. On juge que certaines choses qu'on fait sont mauvaises ou pas. Les animaux n'ont pas ce genre de réflexion et du coup ils ne sont pas sujets. On ne va pas mettre en prison un lion parce qu'il a mangé une gazelle typiquement. Mais non, justement, parce que ça prend en compte un critère qui est justement pertinent, qui est l'agentivité morale. Voilà, parce que nous, on réfléchit à ces choses-là et on se dit qu'on a on a ce devoir un peu, justement, de faire cette réflexion et de protéger là où il faut protéger, tandis que les animaux, a priori, n'ont pas cette réflexion. Et la nature est cruelle, c'est un peu un cliché de dire ça, c'est un peu la réalité aussi. Mais c'est vraiment cette idée de sujets moraux et d'agentivité moraux et a priori, il n'y a que les humains qui ont cette agentivité. Il y a la question de la nécessité aussi, peut-être. Nous, quand on exploite les animaux, on le fait souvent sans nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien se nourrir d'autre chose que d'animaux, et on a beaucoup à le faire, et on se porte très bien. Donc, il y a la notion de nécessité. Peut-être que le lion, il a un besoin de se nourrir de viande, ce qui n'est pas notre cas en tant qu'humain, humaine, quoi. Donc, il y a aussi la nécessité qui rentre en compte, je pense, dans la libération éthique. Oui, donc merci beaucoup pour vos interventions, c'est très intéressant. Moi, je vais revenir à quelque chose qui a à voir avec l'expérimentation animale. Vous avez cité au début, et je trouve que c'est intéressant en exemple, alors c'est pas du tout pour vous demander comment vous vous positionnez pour ou contre, etc., mais plus pour le regard que peut avoir le grand public. Et ça rejoint un petit peu ce que vous mentionniez dans le fait que dans des comités d'éthique, vous pouviez avoir aussi des personnes extérieures en fait, au monde scientifique qui peut intervenir. L'exemple qu'on a eu récemment avec le projet de centre d'élevage de primates. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a eu deux choses qui se sont passées. Déjà, on en a quand même un peu parlé dans des grands médias. Ce qui est quand même rare, je trouve, quand on parle d'expérimentation animale, surtout quand le projet est lié au CNRS, qui est quand même une institution qui fait un peu figure d'autorité. Et deuxième événement que j'ai trouvé intéressant, c'est que des scientifiques du CNRS se sont publiquement opposés à ce centre, qui, je le rappelle, alors là c'est un peu... peut-être un peu une prise de position de ma part, mais c'est quand même un centre qui est à la base un centre d'élevage pour de la vente notamment, pour de la vente de la vente à perte d'ailleurs, puisque ça coûte plus cher d'élever un primate que d'en vendre un, mais enfin bref, peu importe. Donc ma question c'est plutôt, est-ce que vous trouvez que cette présence médiatique, c'est quelque chose qui pourrait faire avancer cette question que vous posez, faut-il interdire l'expérimentation animale? Et est-ce que vous trouvez qu'en France, puisqu'on va parler de la France, la mobilisation, qu'elle soit militante ou qu'elle soit plutôt médiatique, parce que
c'est un peu difficile de dire, mais est-ce que cette mobilisation, elle existe ? Est-ce qu'on pourrait avoir des choses comme par exemple en Italie, qu'on a eu il y a quelques années, où il y a vraiment eu des grosses mobilisations pour des fermetures de centres, des projets qui n'ont pas pu aboutir parce que les gens se sont mobilisés. Est-ce que vous pensez que ça a un intérêt aussi dans cette question sur l'interdiction de l'expérimentation animale ? Donc en dehors du cadre scientifique, mais plutôt à titre citoyen, est-ce qu'il y a une parole qui est importante et qui devrait se développer ? Alors, je veux bien prendre la parole en premier. Vaste question. Vaste question, plusieurs réponses possibles. Pour faire moi-même de la vulgarisation scientifique, je pense que d'éduquer les gens et de leur faire comprendre à quoi sert ce qui est en place est toujours un bon moyen pour acquérir l'aval ou lancer des discussions pour faire évoluer les choses pour que ça convienne au plus grand nombre. On a vu pendant le Covid notamment que la majorité des gens sont bêtes et ne veulent pas comprendre. Quand on dit quelque chose aux gens, ils sont incapables de comprendre que ce qui est vrai à un moment peut ne plus l'être quelques semaines après parce que la science a évolué, parce que les connaissances ont évolué. Et en fait, je pense que la rigueur scientifique, beaucoup de gens ne l'ont pas et ne veulent pas l'avoir. Aujourd'hui, les gens ne se basent plus sur des faits. Et ça rend le dialogue avec avec le monde, la communauté naïve, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout un reproche, mais ça rend le dialogue difficile parce que la compréhension est compliquée. Alors, à qui la faute ? Je pense que le monde scientifique n'a pas suffisamment communiqué, notamment sur l'expérimentation animale, pendant trop longtemps, parce que ça fait peur, parce qu'on sait que ça va soulever des débats, parce qu'il y a des choses qui sont faites qui ne sont peut-être pas acceptables. C'est le cas pour certains modèles animaux, on sait qu'ils sont durs, néanmoins, on a pris la décision de créer ces modèles pour faire avancer la science, pour faire avancer l'état des connaissances et sauver les patients qui souffrent de ces maladies. Mais ça heurte, effectivement, ça peut heurter la société civile. Moi, je suis plutôt partisan de partager effectivement ce qui se passe, d'expliquer, d'éduquer, mais ça va demander du temps, mais je pense que ça vaut le coup, effectivement. Pour rebondir. Je veux bien juste rebondir sur... Je suis totalement d'accord avec toi, Romain, quand tu dis que la communauté scientifique a aussi son rôle à jouer dans la manière dont elle vulgarise ou non, ou dont elle éduque ou non les gens. Je ne suis pas sûre que les gens soient, comme tu as dit, bêtes. Je pense qu'il y a aussi une production d'ignorance qui est justement pour sortir du niveau individuel de les gens sont comme ci ou comme ça. Tout est fait pour que les gens pensent ce qu'ils pensent, en fait. Il y a une production d'ignorance qui est telle que on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas comprendre exactement ce qui se passe. C'était le cas pour le Covid et c'est le cas aussi pour l'expérimentation animale. Si on ne fait pas l'effort d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Donc je te rejoins sur le point que la communauté scientifique a son rôle à jouer. Et les médias, donc pour revenir à la question... les médias ont aussi un rôle à jouer. Et ça fait le lien avec la question que vous nous posiez tout à l'heure sur comment faire en sorte que le schmilblick avance, comment faire en sorte que le spécisme s'arrête et qu'on le remette en question et tout ça. Là aussi, les scientifiques ont un rôle à jouer et les médias ont un rôle à jouer. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait, quoi, mais ça peut évoluer. Si je peux, deux mots, les scientifiques la communauté scientifique qui se mobilise pour éduquer les gens, si on veut aller dans ce sens-là de communication à sens unique, ça inclut non seulement les gens qui font de l'expérimentation animale, mais il ne faut pas oublier là-dedans qu'il y a aussi justement les personnes qu'on a là, notamment qui sont spécialistes en éthique, et elles qu'on n'entend jamais dans l'éducation du public, à qui la parole n'est jamais donnée.
à mon tour du coup de réagir. Mais effectivement, t'inquiète. Mais je serais effectivement un peu plus charitable que toi, Romain, sur la bêtise des gens, parce que bon, dans une certaine mesure, on est tous un peu bêtes sur certains aspects. Donc, il me semble, en tout cas, il y a une question politique qui est posée, effectivement, et à laquelle il y a une réponse éducative au sens très large qu'on peut apporter, à la fois en termes d'enseignement initial à l'école, de savoir faire de la critique scientifique et d'avoir un peu une approche scientifique, de mieux apprendre qu'est-ce que c'est qu'un consensus, etc. Et comment est-ce que, d'un point de vue médical, dans tous les aspects, nutritionnel, médical, on parlait d'AB12 tout à l'heure, médical, sur le cas d'expérimentation animale ou sur d'autres aspects, sur les énergies, peu importe, comment est-ce qu'on peut arriver à se forger une opinion éclairée, finalement, vis-à-vis d'un état de connaissance à un moment, à un instant donné, sachant que cet état est continuellement évolutif parce qu'on a toujours de la recherche. Il y a effectivement, et je rejoins complètement Sarah là-dessus, le côté des médias qui est un peu l'autre pilier éducatif et qui, on est tous passés par la case école pour la partie initiale, puis après on a la partie un peu continue avec les médias où on continue de s'informer et où l'information du coup doit pouvoir être balancée, éclairée, doit pouvoir montrer un peu quel est l'état du débat et pas être biaisé vers un côté ou l'autre. Et donc après, bon, il y a cette question de neutralité journalistique, est-ce qu'on y arrive ou pas, pour le coup, qui est un autre aspect, mais qui doit être aussi l'autre pilier fondamental à mon sens. Et puis du coup, après, il y a la question plus générale de comment est-ce qu'on arrive à avoir un débat public, un réel débat public, sur la question d'expérimentation animale et sur d'autres questions qui impliquent aussi nos relations aux animaux, mais sur la question spécifiquement de l'expérimentation animale, qui doit inclure à la fois la communauté scientifique, qui apporte du coup sa vision des choses, son expertise, son expérience personnelle, parce qu'on a aussi des gens qui sont dans ce contexte-là et qui souffrent un peu en silence de ces aspects où sur le côté la mise à mort des animaux, on en a un peu discuté, où on a toute une littérature qui commence à être émergente sur que ça pèse d'un point de vue psychologique sur certains techniciens et chercheurs. Et puis de l'autre côté, que veut du coup la population pour pouvoir faire avancer la science? Est-ce qu'on veut absolument trouver un remède pour guérir certaines formes de cancer ou certaines maladies qui nous semblent absolument importantes et pour lesquelles on va se dire on se donne tous les moyens pour pouvoir le faire, mais du coup après il y a une question de justice sociale ou de justice interespèce qui est à poser, parce que si on impose ça à certaines espèces, pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas à la nôtre? Et puis aussi élargir un peu le champ de considération morale qui est déjà défini pour les humains, dans le sens où on admet certaines lignes rouges pour les humains qu'on n'admet pas encore aujourd'hui pour les animaux, et est-ce que c'est une décision collective qu'on souhaite avoir que de transférer ces lignes rouges pour d'autres espèces aussi? On le fait déjà du coup pour des primates non humains ou d'autres espèces, mais est-ce qu'on le généralise du coup pour toutes les espèces sentientes ou qui impliquent pas impliquent, mais j'ai pas le terme, et voilà, tu m'as compris. Bref. Si je peux revenir 2 secondes au projet de Rousset qui était dans la question initiale. Donc c'est un projet, le centre d'élevage de primates de Rousset pour l'expérimentation, il existe depuis un moment. Là, le projet, c'est de dépenser 36 millions d'euros dans ces eaux-là, enfin plus de 30 millions d'euros, pour en tripler la capacité d'ici 2030, pour pouvoir fournir 250 macaques à longue queue par an à la recherche académique française. Il y a eu une concertation publique, et c'est là que l'avis du public vient là-dedans. Il y a une concertation publique qui a été ouverte par le CNRS l'année dernière, au printemps, dans ces eaux-là, parce qu'il y avait des associations qui faisaient pression justement sur ce projet-là pour demander l'annulation. Et donc le CNRS a ouvert une concertation publique sous l'égide du CNDP, j'ai plus le nom, mais le débat public, les garants nationaux du débat public. Il y a un garant qui a coordonné ça, il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites au cours de l'automne concernant ce projet, et notamment une des choses qui n'a pas été respectée parmi les recommandations du garant initial, qui était que le CNRS devait décrire de manière factuelle ce projet à toute la population. Le CNRS en a profité pour faire des documents, une vidéo qui ressemblait à une vidéo d'une agence immobilière qui faisait de la pub. Et c'est pas juste un avis individuel, c'est vraiment plusieurs personnes, dont des personnes pas impliquées du tout dans ce sujet-là, qui ont vraiment eu cette impression de vidéo publicitaire. Et le document qu'ils ont produit à côté était également publicitaire, avec beaucoup de promesses, beaucoup de formulations qui étaient très orientées vers l'acceptation du projet.
Et donc cette communication-là, elle s'est faite déjà dans ce sens-là. Le public a répondu assez massivement, alors en partie à cause grâce à la mobilisation des associations, selon comment on voit ça. Le public a beaucoup répondu et les avis ont été très massivement opposés au projet. Et suite aux réunions, auxquelles il y a eu plusieurs participations, il y a eu pas mal de questions posées, le garant du débat public a fait un rapport dans lequel il posait plusieurs questions au CNRS, il demandait beaucoup de précisions au CNRS, et une des recommandations principales, c'était de poursuivre la concertation publique, non pas de manière circonscrite dans le temps, comme elle avait été la première fois, mais vraiment de manière continue tout au long de l'élaboration du projet, en ouvrant la possibilité que l'hypothèse 0, qui est le rejet du projet, l'arrêt du projet, l'annulation, reste une possibilité. La réponse du CNRS à ça, et à l'avis de son propre comité d'éthique qu'il avait sollicité et dans lequel il y avait une opposition assez forte à ce projet-là et des conditions qui étaient très contraignantes pour pouvoir le poursuivre, la réponse du CNRS, ça a été « Ok, vous avez dit ça, on va continuer ». Je paraphrase, mais on était sur une réponse qui disait « Voilà, le garant a dit ça, le COMET, le comité d'éthique du CNRS a dit ça, on va continuer et vous en faites pas, on va continuer la communication auprès du public ». Donc le CNRS a dit « Ok, vous nous demandez de faire une concertation avec le public, on va continuer la communication à sens unique avec le public ». On est vraiment actuellement sur un problème de ce point de vue-là, dans le sens où ce qui était révélé dans l'avis du COMETS également, c'est des pressions internes au CNRS qui ont été faites par une partie du CNRS Biologie sur le CNRS Sciences humaines et sociales. Ça, on a vraiment donc le CNRS qui dit on va continuer à communiquer, mais du coup on va continuer à communiquer par la partie CNRS Biologie. Et la partie CNRS SHS va rester silencieuse, ce qu'elle ne fait pas du coup, et peut-être qu'on aura... L'affaire est loin d'être finie. Mais voilà, ça avance dans ce sens-là. Ça a eu cet intérêt d'ouvrir ce débat au sein du CNRS et de rendre public ces pressions dont on avait connaissance depuis un certain moment et qui ont été rendues publiques par cet avis du COMETS. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez gênant que des scientifiques fassent pression sur d'autres scientifiques pour que certaines disciplines n'aient pas leur voix au chapitre. Pardon, je me suis étalé. Merci à tous pour vos interventions, c'est très intéressant. Je réagis un peu tardivement à ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. C'est une question qui est peut-être un peu plus pour Sarah. Et désolé si je sors un peu de la table ronde, mais pour moi la question elle est plus étendue, elle est plutôt au niveau... Comme on n'est pas sur un aspect technique aujourd'hui, la question est peut-être plutôt sur faut-il arrêter la domestication animale, donc, et rétablir la notion de liberté. Notamment, est-ce que les animaux ne devraient pas être que est-ce que les animaux humains, non humains, pardon, ne devraient pas être que sauvages et pas domestiqués? Voilà. Merci pour la question. Par domestication, tu entends les animaux domestiques de compagnie ou la domestication au sens large, donc aussi les animaux d'élevage, parce que c'est aussi des animaux domestiques, les vaches par exemple? Au sens large. Ok. Bon, c'est une question hyper vaste. Il y a beaucoup de débats sur cette question, notamment il y a beaucoup d'animaux qui n'existeraient pas si on arrêtait de les élever, si on arrêtait de les exploiter. Donc par exemple pour les vaches, ça se résoudrait comme ça assez facilement. Pour les autres animaux, c'est délicat. Il y a beaucoup de questionnements en philosophie morale, en tout cas sur ce sujet-là. Est-ce qu'il vaut mieux la captivité et donc la sécurité, ou la liberté et donc tout ce que ça implique de potentiel danger, la prédation, le parasitisme, beaucoup la chasse, il y a plein de dangers auxquels on peut penser pour les animaux en liberté. Donc je ne peux pas te donner de réponse fixe. Moi-même, je ne suis pas très sûre de ma propre réponse. Est-ce qu'il vaut mieux la captivité et la sécurité ou la liberté et le danger ? J'aurais plutôt tendance à dire que la sécurité, c'est quand même mieux parce que tu peux vraiment explorer tes intérêts les plus fondamentaux quand tu es en sécurité, quand tu es constamment dans la peur de la prédation, du parasitisme, etc. Peut-être que la vie est globalement moins bonne, mais bon, ça, je pense que c'est une question pour un peu nous toutes et tous, quoi. J'ai pas de réponse très tranchée. Je vais aussi parler sans forcément connaître toute la littérature scientifique, mais il me semble assez clair que les animaux en captivité peuvent être
bien plus heureux, on va dire, si on respecte, comme disait Sarah, leurs besoins fondamentaux. On peut garder un chat en intérieur si c'est suffisamment grand, qu'on joue avec, qu'il est bien nourri, pas trop, pas assez, qu'il peut faire ses besoins, qu'il peut gratter sa litière, etc. Après, à quel degré est-ce qu'on peut comprendre vraiment ce degré de subtilité? Je ne sais pas. Et comme dit, je ne connais pas toute la littérature là-dessus. À partir du moment où donc, il y a on parle des 5 degrés de liberté, hein, quand on parle du bien-être animal en général, c'est un des grands modèles, on va dire, si un animal, on respecte ces 5 grands degrés de liberté, donc privation de la douleur, de la prédation, de bien manger, bien dormir, etc., en principe, il n'y a pas de raison de penser qu'il serait particulièrement malheureux ou qu'il penserait à gambader dans les champs et tout, parce qu'effectivement, dans le milieu extérieur, il y a beaucoup plus de pression, de prédation, etc. Donc, est-ce qu'on aura une réponse définitive? Je pense pas. Mais la domestication, a priori, c'est pas si mal. Ça dépend dans quelles conditions, bien sûr. Hein. Tant qu'on n'exploite pas, ça, on est d'accord. Parce que sinon, on cause de la souffrance, c'est sûr que ça va pas. Ça dépend comment c'est fait, évidemment. Oui. Il y a la domestication, les vaches dans les abattoirs, dans les élevages, et il y a la domestication des chats qui n'est pas la même, évidemment. Exactement. On a quand même interdit les hypertypes récemment. Pardon, je te coupe. Non, mais on a quand même interdit les hypertypes récemment, donc toute forme de domestication des animaux n'est pas forcément, de sélection raciale n'est pas forcément une bonne chose. Mais simplement pour terminer de répondre et pour complémenter, ça n'exclut pas tout à fait, la possibilité de relations interespèces. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus d'exclure toute forme de relation, ou de garder que des relations entre nous, espèces sociales, entre humains, et d'exclure des formes de relations interespèces, comme on peut avoir déjà avec des chiens, avec les animaux de compagnie, et même parfois avec des animaux sauvages, je sais pas, en forêt, vous rencontrez une biche qui commence à vous regarder un peu de loin, etc. Et il y a un peu côté poétique qu'il y a tout ça, mais voilà, bref. Donc ça, c'est pas exclu non plus de ça. Mais effectivement, il y a un côté exploitation qui, lui, pour le coup, s'exclut de tout ça. Et très rapidement, du coup, pour finir de répondre, pour pouvoir approfondir peut-être cette question-là, un des textes fondateurs, c'est qui a défini un peu aussi les relations interespèces qu'on pouvait avoir, ou en tout cas d'un point de vue politique, c'est l'ouvrage Zoopolis de Donna Hassam et Kim Lika, et qui vient aussi un peu approfondir, et ils ont une théorisation du coup de comment est-ce qu'on pourrait inclure des animaux dans notre champ politique. Et donc ça pourrait permettre déjà d'avoir quelques pistes de réflexion pour le coup. Bonjour, donc merci beaucoup pour votre présentation. Et donc j'aurais une question à poser sur votre exposé, Sarah. Concernant les critères donc établis par Angela Martin sur une expérimentation animale non spéciste, il y en a un dont j'ai du mal à comprendre ce que ça impliquerait exactement, c'est il faut que l'expérimentation bénéficie à l'animal. Oui. Est-ce qu'il s'agit de l'individu qui fait l'expérience? Est-ce qu'il s'agit des animaux en général, de cette espèce? Et quel type d'expérience serait possible avec ce critère? Uniquement du clinique vétérinaire? Voilà, j'aimerais en savoir plus sur ce critère, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette question. Ouais, donc l'idée, c'est aussi, je crois, ce qu'a mentionné, ce qu'ont mentionné peut-être Guillaume et Edwin dans leur présentation, c'est que quand on fait des expérimentations sur des humains, on fait en sorte qu'il y a un bénéfice direct pour les humains. Dans l'analyse coût-bénéfice, on prend en compte, on va infliger un mal à un humain donné, enfin un mal, toute proportion gardée, parce qu'avec les humains, on ne fait plus n'importe quoi, pour que les humains en bénéficient. Donc ça peut être souvent dans le cadre des expérimentations sur des humains, c'est moi j'ai une maladie, on va dire X, je vais participer à une expérimentation qui va potentiellement aider à soigner la maladie X dont je souffre, et donc potentiellement j'en serai bénéficiaire quand le médicament sera sur le marché. Je pourrai en bénéficier moi-même puisque j'ai la maladie concernée par l'expérimentation à laquelle je participe en donnant mon consentement. Le problème, c'est que c'est pas ça qui se passe dans le cadre de l'expérimentation animale. On expérimente sur une souris saine qu'on a fait naître et à laquelle on a infligé une maladie pour en soigner
pour soigner quelqu'un d'autre que la souris en question, mais pour même pas soigner les souris. En général, en fait, on fait très peu d'expérimentation pour savoir comment soigner les souris, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout des souris et de les soigner. C'est pour soigner encore une autre espèce, et souvent les humains, mais parfois, comme l'a dit Edwin, des procédés vétérinaires, donc pour les chiens et les chats, etc. Donc, ce que Angela Martin, je pense, essaie de dire ici, c'est que si on veut que ce soit vraiment juste et qu'il n'y ait pas ce fossé entre la manière dont on fait de l'expérimentation sur les humains et la manière dont on fait de l'expérimentation sur les animaux, il faudrait prendre en compte que l'expérimentation qu'on fait sur les animaux leur bénéficie à eux, en tant qu'individus, mais au moins à leur espèce, et pas à autrui dans l'analyse coût-bénéfice. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, il y a plusieurs pistes qui ont été données. Tu parlais tout à l'heure, Nicolas, de... je ne sais pas si j'ai mon chat, par exemple, vraie histoire, a le sida du chat. Peut-être qu'on peut lui faire des analyses de sang supplémentaires à lui en particulier pour pouvoir éventuellement trouver des... Parce qu'en l'occurrence, on n'a pas de médicaments pour ça, ni de... Je crois qu'il n'y a même pas de vaccin pour le sida du chat. Peut-être aux États-Unis, mais pas en Europe. Il n'y a rien. Hein. Ouais. Donc ça pourrait être une piste. Prendre des animaux qui sont déjà malades de manière fortuite, parce qu'en fait, il y a plein d'animaux qui sont malades pour X ou Y raison, et pousser les tests sans leur faire de mal, sans leur faire plus de mal que la maladie fait déjà, mais comme tu disais, Nicolas, prendre du sang en plus pour tester, ou les intégrer dans des processus de tests. À la limite, ça aussi, ça pourrait être discuté si on sait que les risques sont pas trop élevés, les inclure dans des protocoles expérimentaux pour soigner la maladie qu'ils ont eux-mêmes, en fait. Ou alors, pour les animaux sauvages, voir ce qu'on peut faire pour le parasitisme, donc éventuellement tester sur des animaux qui souffrent déjà de parasites des protocoles, en fait, comme on fait pour les humains, humaines. Donc ça, je pense que c'est des pistes. Il y en a sûrement plein d'autres auxquelles je ne pense pas, auxquelles vous avez peut-être déjà vous pensé. Mais c'est ça son idée dans cet article. Très bien, merci. Et peut-être, si je peux préciser quelque chose là-dessus, et si c'est pas clair, si c'est pas comme, je sais pas si on l'a dit explicitement, oui, ça implique de perdre des choses. Ça implique de perdre des choses. Ça implique de perdre des choses dans le sens où vraiment on se prive, quel que soit ce qu'on ajoute en recherche, quelles que soient les méthodes qu'on ajoute, dans la communication sur l'expérimentation animale, il y a vraiment l'idée qui est faite là ces dernières années, que les méthodes sont complémentaires, que les animaux, les méthodes sans animaux, tout ça est complémentaire. Les méthodes sur les humains seraient complémentaires aussi. Pourtant, on s'en prive. Se priver des méthodes qui utilisent des animaux, c'est aussi se priver de quelque chose, d'une source d'information qui peut être plus ou moins bonne, qui a ses limites, qui a ses avantages. On s'en prive aussi, pour des raisons morales, de la même manière qu'on se prive de ces mêmes expérimentations sur les êtres humains. Donc c'est un choix qu'il faut faire, mais c'est un choix qui est guidé justement par la réflexion morale, et personne pour l'instant a essayé de justifier le spécisme. J'ose pas tout à fait en conclure que tout le monde ici a été convaincu du fait que le spécisme est immoral, mais si vous voulez essayer de justifier le spécisme, allez-y, on a au moins 2 personnes là qui peuvent vous répondre à ce propos. Au moins une personne dont c'est la spécialité universitaire là-dessus. Mais défendez pas le spécisme, c'est mieux. Merci, je voulais vous remercier pour ces discussions-là, c'est extrêmement intéressant. En fait, je voulais commencer par... j'ai un peu des commentaires, puis je voulais commencer par la partie communication scientifique et vulgarisation. Je pense que c'est important que les scientifiques s'investissent. Et c'est important pour donner de l'information, pour qu'il y ait un débat informé. Et cette question du débat informé, elle est fondamentale. Hein, c'est un devoir vis-à-vis de notre société. Mais il faut que ce soit informé de façon correcte des deux côtés, des deux parties d'un débat. Et donc autant les scientifiques doivent donner de la vraie information et l'expliquer, autant les associations doivent aussi donner de l'information et de la vraie information et essayer de ne pas désinformer. Et c'est à cette condition, et c'est pour ça que le dialogue entre les gens est important, mais il faut toujours garder ça en tête. Et donc je voulais du coup intervenir, parce que moi je suis directeur de recherche au CNRS, et je suis concerné par la question du centre de primatologie à Rousset. Et j'ai participé à la concertation publique. J'étais dans les débats, d'ailleurs, qui ont lieu à Marseille. Ouais. Et donc j'ai un peu suivi l'affaire.
Donc je voudrais un peu quand même, pas contredire, mais en fait rajouter de l'information à ce que vous avez dit sur ce point de vue-là. La concertation publique, elle a été volontairement ouverte par le CNRS. Évidemment, il y avait des pressions des associations, mais le CNRS s'est volontairement engagé dans cette démarche. Effectivement, il y a toute la documentation, tout le monde peut aller encore sur le site, hein, c'est accessible, donc ils verront bien si c'est de la publicité mensongère ou pas mensongère, ça les documents sont accessibles. Par contre, je voudrais pointer sur ce que vous avez dit, qui est que la plupart des gens ont mis des commentaires complètement contre. Et en fait, quand on analyse ces réponses, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est assez intéressant de voir que beaucoup des commentaires qui étaient mis par les scientifiques étaient plutôt des commentaires informés, qui essayaient d'expliquer les points de vue aussi bien éthiques que scientifiques sur le rôle que pouvait avoir ce centre. Autant toute la partie que vous appelez majoritaire qui était contre était absolument pas du tout informée et était visiblement très poussée par les associations activistes. Et vous pouvez aller voir, en fait, ça va jusqu'aux insultes et aux diffamations. Et donc c'est clairement deux façons d'aborder la question. Et donc là, je reviens à mon je dirais point. pas diffamation, ça a un sens légal qui est assez précis. C'est pas de la diffamation dans le sens où il n'y avait pas le nom des personnes, mais c'est moi je l'appelle de la diffamation vis-à-vis de ma corporation et des scientifiques en général. Mais on peut reprendre ces commentaires ensemble, hein, il n'y a aucun problème. Donc tout ça pour revenir sur ce point d'équilibre entre les discussions. Et ça m'amène au dernier point que je voulais soulever vis-à-vis de cette soi-disant pression de CNRS Biologie sur CNRS SHS. Il se trouve que j'ai suivi aussi cette affaire-là et il n'y a pas eu de pression de CNRS Biologie sur CNRS SHS. La question qui s'est posée, c'est qu'il y avait une association, enfin un groupement qui s'appelait ORCA, formé par SHS, qui faisait des réunions entre eux sur la condition animale, mais qui étaient des discussions complètement fermées. Les webinaires étaient ouverts au public. Nous, personne n'était informé sur la tenue de ces webinaires. Moi, j'ai pu en assister à un parce qu'on m'a informé directement de cette intervention dans laquelle intervenait Roland Cash, qui est le président de Transscience, et dans laquelle, là, pour le coup, il y avait aussi une désinformation massive sur la question. Et ça a impliqué, là encore, je peux vous donner, j'ai même des interactions que j'ai eues avec Roland Cash sur ce point de vue-là, donc on est tout à fait informé. Tout ça pour revenir encore à cet équilibre de discussion. En fait, ce qu'a demandé CNRS Biologie, c'est pas du tout d'empêcher les gens de parler, c'est plutôt d'ouvrir la discussion entre les biologistes et les SHS. Et c'est ce qui est en train d'advenir maintenant. Une des suites des discussions qu'il y a eu après l'avis du COMETS, c'est justement d'engager la discussion entre chercheurs du CNRS et au-delà du CNRS, mais de domaines différents, sur ces questions d'expérimentation animale notamment. Et donc mettre dans le jeu des éthiciens, des philosophes, des anthropologues, tout ça est extrêmement intéressant. Et c'est ça qu'on cherche, nous. D'ailleurs, vous dites qu'Edwin, enfin les gens comme Edwin ne viennent jamais. Nous, on l'a invité. Il était invité dans nos réunions scientifiques. Je l'ai rencontré récemment à la Comprime là, de l'AFSTAL. Donc, au contraire, on cherche cette interaction. Mais il faut qu'elle soit faite de façon ouverte et équilibrée. Donc ça, c'était mes commentaires. Mais je peux poser une question. Je peux répondre d'abord aux commentaires. L'ORCA, c'était absolument ouvert. Il y avait une newsletter qui annonçait tous les webinaires. Il suffisait en fait de suivre l'activité de l'ORCA pour avoir l'adresse à laquelle assister à ce webinaire. Il n'y a rien du tout de caché là-dessus. Sur le contenu, il n'y a rien qui en est sorti de public qui montre que Roland Cash aurait désinformé. Donc à partir de là, ça paraît difficile à affirmer. Non, parce que c'est resté. Non, mais on peut en discuter entre nous. Moi, je peux. Oui, mais je l'ai vu aussi. Même pointer les personnes qui ont été pointées par Roland Cash. Oui, mais c'est pas grave. C'est un détail. C'est pas là le cœur de la question. Je parlais de l'équilibre et du dialogue entre les disciplines. Par contre, les pressions internes sont mentionnées explicitement par l'avis du COMETS. Malheureusement, c'est la seule preuve formelle qu'on a qui est publique. Peut-être que ça sera public un jour, j'espère.
En tout cas, on peut en discuter. Donc j'en viens à ma question peut-être. Alors, c'est qu'en fait, je suis assez intéressé par cette histoire de spécisme, que je ne comprends pas tous les tenants et les aboutissants. Mais ma question vis-à-vis de la réunion d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est raisonnable, enfin, est-ce que c'est un bon point de vue de commencer de traiter du spécisme par l'expérimentation animale plutôt que par l'exploitation agroalimentaire des animaux, par exemple? En fait, moi, je parlerai juste des questions de chiffres. Hein. Vous avez parlé de 2 millions d'animaux utilisés en France pour la recherche. C'est 1 milliard de poulets utilisés par les Français chaque année. Pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes conséquences. Parce que moi, je considère que la recherche biomédicale a des effets bénéfiques pour la population. Le poulet frit, je ne suis pas sûr qu'il y ait des effets très bénéfiques, mais on peut comparer. En fait. Donc ma question, c'est plutôt ça. En fait. Est-ce que voilà, c'est pas un peu facile de passer par l'expérimentation animale alors qu'il faudrait plutôt passer par l'agroalimentaire? C'est ce qu'on fait. Je peux répondre. La plupart du temps, quand on entend parler de spécisme, c'est pour parler de l'industrie agroalimentaire. Vraiment, dans la majorité des cas, quand on parle du spécisme, on parle surtout de ça, parce que c'est effectivement, comme vous le dites, ce qui fait le plus grand nombre de morts et qui cause le plus grand nombre de souffrances, mais très loin devant toutes les autres exploitations animales. On a parlé aujourd'hui de l'expérimentation animale, parce que c'était le sujet de la table ronde. Et je pense qu'il faut savoir parler de l'expérimentation animale sous ce prisme. Mais évidemment, en général, quand on parle de spécisme, si vous tapez spécisme sur Internet, vous allez trouver plein de sources sur plutôt l'industrie agroalimentaire. Et l'expérimentation animale vient après, simplement parce que le nombre de victimes est moindre. Et en plus, ça pose des questions un petit peu plus complexes, notamment sur l'utilité. Dans le débat public, on parle beaucoup de ça. Alors que pour l'industrie agroalimentaire, tout le monde est plus ou moins d'accord. En tout cas, les instances de santé savent très bien. Le poulet frit que vous avez mentionné, ça ne sert à rien. On n'en a pas besoin. Et c'est le cas pour toute la viande. Donc, oui, en général, quand on parle de spécisme, on parle plutôt de ça. Ouais, je voulais ajouter un truc. C'est un discours que vous avez eu au début de votre question, de votre remarque, que vous partagez avec Romain. C'est cette idée que j'ai beaucoup entendue et que je partageais aussi, même au début de ma thèse. C'est un peu cette idée que les animalistes, qui sont souvent contre l'expérimentation animale et qui le font savoir avec des stratégies que je ne partage pas forcément, qu'ils le font d'une mauvaise façon ou quoi, c'est pas pour discuter stratégie, souvent l'opinion qu'on en a de l'autre côté, puisque je l'ai été aussi de l'autre côté de la science, c'est que on considère l'autre comme non sachant, comme ils ne comprennent pas les enjeux. Et donc, on veut les éduquer. Et moi, je partage complètement cette volonté de la vulgarisation scientifique, du savoir scientifique. Comme dit, je ne parle pas de stratégie, mais juste les animalistes, il y en a aussi beaucoup qui sont des sachants et qui ont des bons arguments. Et je pense qu'on en fait partie dans cette table ronde. C'est des arguments qui doivent être entendus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut insulter les chercheurs qui font de l'expérimentation animale? Non. Mais il y a les chercheurs souvent, au lieu de faire ce que tu fais, Romain, c'est-à-dire de vulgariser comment vous voyez les choses, comment vous faites les choses et comment vous essayez de les faire le mieux possible, même si on peut juger que c'est spéciste et que voilà, on peut discuter de tout ça, beaucoup de chercheurs malheureusement vont se braquer et vont se dire n'en parlez plus, cachez-vous. Et c'est le cas. On cache ce qu'on fait. On ne parle pas des procédures les plus douloureuses, on ne parle pas des modèles les plus hardcore. En soi, c'est public. On va sur le site de l'Europe où ça référencie tous les appels à projets, tout ça. Tout est dit, tout est écrit. Juste, il faut les comprendre. Parfois, les modèles, bon, ils ont des noms, modèle de keuf chez la souris, etc., douleur chronique, machin. On ne sait pas ce que ça implique. Ça implique des souris en douleur chronique pendant des semaines, qui vont subir des tests de nage forcé pour vérifier la dépression, etc. Ça implique tout un tas de choses qu'on ne sait pas forcément. Et effectivement, en tant que scientifique, on a ce devoir d'expliquer ce qu'on fait, mais il faut aussi accepter que les gens ne l'acceptent pas. Alors bien sûr, il ne faut pas se faire insulter gratuitement, ça on l'entend bien. Mais on peut aussi dire que c'est de l'argent public et que les gens ont le droit de savoir. Ça, je pense que vous êtes d'accord aussi. Et que c'est un peu triste, cette façon qu'on a de se braquer en tant que scientifique et de cacher les choses un petit peu,
ce qui est clairement ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup de laboratoires. C'est une légère hypocrisie qu'on voit souvent dans les labos. Je le rejoins totalement, mais surtout, c'est un peu provoque, hein, mais c'est pas... Bref, je vais le dire. Je pense pas que les scientifiques soient toujours du côté des sachants non plus. En fait, j'irais même jusqu'à dire ça. En matière d'éthique, quand on est scientifique, on n'a aucune compétence, et ça, faut bien l'avoir en tête. Donc, sur les questions éthiques, les scientifiques sont pas des sachants. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts, et je me mets moi-même aussi dedans des fois. Il y a des conflits d'intérêts, notre travail en dépend, on n'est pas tout à fait neutre, et puis surtout on n'a pas été formé souvent. L'éthique, comme on disait, c'est une discipline avec de nombreuses théories, avec une histoire, avec une méthodologie très, très précise qu'on ne maîtrise pas si on ne l'a pas étudiée, et c'est tout à fait normal, hein. On ne peut pas vous en vouloir de ne pas l'avoir étudiée, parce que je comprends qu'on n'ait pas envie de le faire, et puis surtout c'est normal, c'est pas dans les cursus. Donc je mettrais même un peu de précaution à dire que les scientifiques sont toujours sachants. Tout comme moi, j'ai plein d'angles morts, il y a plein de trucs, dès que ça sort de ma discipline, j'ai aucune idée, et je laisse l'expertise à ceux qui en ont une idée. Je pense que les scientifiques aussi, parfois, ferait pas plus mal d'être un peu plus humbles par rapport à leurs propres compétences, et en matière d'éthique, vraiment, c'est normal, ils sont pas formés à ça, donc c'est deux disciplines qui sont très différentes. Et en matière de réglementation, c'est la même chose aussi. On en parle beaucoup de manière abstraite sur qu'est-ce que la réglementation demande, qu'est-ce qui est imposé. C'était un peu qu'est-ce que la réglementation dit, il faut que le comité d'éthique soit comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, il y a quand même des discussions de fond qui sont analysées par des gens qui sont compétents en droit, et puis accessoirement par moi qui ai fait un article dessus, même si je ne suis pas compétent en droit de base, mais on a ça. Il y a des choses qui ressortent quand on regarde l'application concrète de la réglementation, comme le fait que la formation des personnels, en particulier la formation continue, ça fait partie des non-conformités les plus communes parmi les inspections des laboratoires. On voit que le ministère de l'Agriculture indiquait, c'est apparu en 2022, c'est disparu en décembre, parce qu'on a commencé à en parler, sur son site web, il indiquait qu'en 2019, 81% des établissements d'expérimentation animale étaient globalement conformes ou avec quelques non-conformités mineures, qui correspondaient aux notes A et B sur les rapports d'inspection, ce qui déjà est une définition des notes A et B qui est mauvaise, mais ça, c'est autre chose. Ce qui était dit en négatif, c'est que 19% des laboratoires étaient en infraction moyenne ou majeure, ce qui représente des choses vraiment graves dans les rapports d'inspection. J'en ai 750, j'ai pu constater là-dessus, on publiera. Là-dessus, le ministère de l'Agriculture disait c'est une situation, c'est un résultat qui est satisfaisant. On avait un laboratoire sur 5 en infraction moyenne ou majeure. Le ministère de l'Agriculture considérait que c'était satisfaisant. Donc on a aussi ces choses-là qui sont globalement pas connues par les biologistes, les neurobiologistes, tous les gens qui utilisent des animaux et dont c'est pas du tout la spécialité. Donc ils n'ont aucun intérêt à creuser là-dessus, à suivre ça toute la journée. Ils n'ont pas le temps. Vous n'avez pas le temps si vous en faites. Vous avez bien assez à faire avec votre travail, avec vos spécialités comme ça. Donc sur la réglementation, il y a aussi des gens qui sont compétents. Vous avez Alice Di Concetto qui a fait des comparaisons entre les réglementations, l'application des réglementations selon les États membres. Vous avez Pauline Turc qui est dans le CNREA qui a beaucoup bossé là-dessus. Vous avez pas mal de choses qui peuvent regarder. Et si vous voulez voir sur un peu tous les problèmes analysés sur la réglementation française, ça date de 2023, c'est un article que j'avais coécrit avec Roland Cache justement et Muriel Aubrier de Transciences, et qui est dans la revue semestrielle de droit animalier, ça se trouve assez facilement en ligne. C'est long, c'est imbuvable parce que c'est un truc de droit, mais ça peut valoir le coup si vous vous intéressez à voir un peu comment c'est analysé par l'autre côté. Deux petites remarques. Deux petites remarques. La première, pour revenir à la réflexion sur pourquoi ne pas se concentrer plutôt sur la partie élevage et se concentrer sur l'expérimentation. C'est fait en fait, parce que dans la littérature, il y a à la fois l'approche dite sectorielle, c'est-à-dire on s'intéresse à différents aspects de l'utilisation des animaux, donc que ce soit l'élevage, l'expérimentation, la domestication, enfin les rapports domestiques, les rapports qu'on a pour le divertissement, etc. Parce qu'en fait, dans chacun de ces aspects-là, il y a des choses spécifiques et qui ne vont pas être étudiées de la même manière d'un point de vue moral, même si du coup on a quand même un mouvement plus général de spécisme, ou en tout cas d'instrumentalisation de tous ces animaux. Et du coup, le côté général, du coup, qu'est-ce qu'il y a en commun entre toutes ces choses-là?
Donc ça, c'est une première remarque. Et sa distinction a été notamment étudiée dans un petit livre qui s'appelle Sociologie de la cause animale. C'est publié en français, c'est Carré collaborateur. Ça se lit très bien, donc ça donne le contexte français, etc. Et tant qu'on parle de sociologie, il y a aussi la sociologie des chercheurs. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, ou pertinent en tout cas à analyser. Il y a tout un côté... Alors, il y a un contexte historique qui peut expliquer le fait qu'il y a des chercheurs qui tendent à ne pas vouloir, du coup, être proactifs dans la communication, etc. Parce que il y a eu aussi des mouvements plutôt violents envers eux, et violences non seulement verbales mais aussi physiques, pour le coup, notamment en Angleterre, etc. C'est un tout autre débat sur quelle est la place de la violence, etc. Est-ce que ça se justifie, etc. Mais ça peut en tout cas expliquer le fait qu'on ait du coup un peu cette fuite en avant finalement de certaines personnes et cette non-volonté de vouloir être dans le dialogue. Et puis il y a effectivement, Sarah aussi l'a mentionné, tout le côté construction de qu'est-ce que c'est être un scientifique en sciences biomédicales aujourd'hui, où dès le départ on nous dit le modèle animal, c'est le modèle de base sur lequel vous devez vous baser, enfin, qui nous permet d'avoir en fait des bonnes réponses pour étudier la biologie et les sciences médicales. Alors que, pas forcément. Et on étudie un peu en add-on, d'une certaine manière, les modèles alternatifs ou complémentaires qu'on appelle sur les modèles in silico, etc. Et donc c'est pour ça un peu, il y a déjà en fait un framing qui fait que on a cette construction-là ou un peu cet état des choses qui est présente. Et j'en ai terminé, j'espère que c'était assez court. Pardon. Bonjour, du coup merci. J'avais une question au début. Vous avez un peu parlé de ce qui était l'éthologie et par exemple des balises sur les oiseaux, que c'était compté comme de l'expérimentation. Mais moi je voulais savoir si c'était compté comme du spécisme ou pas, parce que par exemple si on met des colliers GPS sur des espèces ou si on met des balises sur des oiseaux pour voir les migrations, ce sera plus pour peut-être les aider sur le long terme, à les protéger s'ils sont en voie d'extinction. Du coup, est-ce que pour vous c'est compté comme du spécisme parce qu'on intervient, ou est-ce que c'est vraiment de l'expérimentation animale parce que c'est plutôt un but d'aider l'animal et pas de juste l'exploiter? Du coup, vu que c'était ma dia, je vais répondre, mais justement, j'avais présenté cette dia comme étant vraiment ce qui est à la frontière de ce qu'on peut considérer ou pas comme de l'expérimentation animale, là où l'éthologie en milieu naturel, ça l'est pas, enfin, je pense pas, tandis qu'effectivement, si on commence à mettre des dispositifs expérimentaux sur les oiseaux, là, on pourrait considérer qu'il faut faire attention que ça les gêne pas, qu'ils ne vont pas être sujets à plus de prédation parce qu'ils sont peut-être plus lourds et du coup, ils vont voler moins loin, ils vont se poser plus souvent, etc. Il y a tout ce genre d'enjeux. C'est pas une littérature que je connais. En soi, on pourrait considérer ça spéciste parce que on va quand même utiliser les oiseaux pour, je sais pas moi, comprendre un comportement et nous servir à quelque chose d'autre. Mais en l'occurrence, pour ce cas spécifique des oiseaux en général, oui, c'est pour mieux comprendre les oiseaux. En théorie, on peut aussi considérer ça comme non spéciste. C'est vraiment juste un exemple que j'ai donné. C'est des cas particuliers qu'on peut débattre. Tant que ça ne gêne pas l'animal, en théorie, c'est pas si gênant, quoi. C'est juste plus facile de mettre une balise GPS que de le suivre à vélo, peut-être. Ça peut impliquer un devoir de trouver des solutions plus douces que ce qui existe actuellement avant de le faire. Ça peut impliquer plein de réflexions. Mais effectivement, un des boulots de l'Oxa, quand on aura le temps, parce qu'on n'est pas beaucoup et qu'on n'a pas d'argent, c'est aussi justement de définir un peu quelles sont les limites de l'expérimentation animale et quels sont les domaines, les domaines de fringe, vraiment, les domaines qui sont justement ce que mentionnait Guillaume, les domaines limites. Et à quel point est-ce que ces domaines-là seraient acceptables ou pas dans une conception non spéciste, justement. Ça fait partie des réflexions qu'on aura, sur lesquelles on publiera à un moment ou quoi, avec notre super conseil scientifique, justement, pour réfléchir à ça. Pour rebondir sur ce qui peut se passer dans la faune sauvage, il existe certains projets où des poissons vont être pucés avec des puces RFID et repêchés à certains endroits, éventuellement identifiés pour cartographier leur déplacement et voir si la construction de certaines routes peut nécessiter de dévier certains cours d'eau ou de faire passer ces cours d'eau sous les routes ou de construire des ascenseurs pour que les poissons puissent remonter ces cours d'eau. Et ce type
d'expérimentation, puisque pucer un poisson, ça nécessite d'introduire une puce RFID dans la chair du poisson. Ce sont des projets qui passent en comité d'éthique, par exemple. C'est pour déjà d'abord, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, merci à tous et toutes parce que c'était vraiment super toutes les interventions et les questions qui continuent. C'était pour revenir par rapport à l'intervention des chercheurs et le rôle des chercheurs, parce que donc moi je suis plutôt du côté recherche et enseignement et du coup du rôle qu'on a à jouer là-dedans. Et sur ce qui a été vaguement évoqué, rapidement évoqué par Edwin sur les risques entre guillemets des chercheurs. Parce que moi, j'ai des collègues qui m'ont dit ah mais non, n'en parle pas trop, plutôt du côté personnel. Et donc il y a vraiment, je trouve, donc c'est pas scientifique parce que c'est dans un environnement personnel et sur un très petit échantillon, mais je trouve qu'il y a quand même cette peur et ils ont réussi à me faire peur. Et donc c'est vrai que je suis beaucoup plus précautionneuse quand je parle de ce que je fais ou de ce qui se fait dans le labo. Ce que je trouve dommage, puisque moi je me destine plutôt à de l'enseignement, donc je trouve ça extrêmement dommage de devoir me brider sur ce que je fais alors que j'adore raconter ce que je fais, tout en ayant un regard critique sur ce que je fais, puisque je viens ce soir jusqu'à 20h40 discuter de ça. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez, avec du coup, vos expériences et votre recul que vous avez de plus par rapport à moi, des solutions ou des idées sur comment on peut faire du côté chercheur, du côté enseignement, et comment on pourra faire dans le futur, parce que c'est des sujets qui évoluent et j'espère qu'ils vont évoluer dans le bon sens. Du coup, comment vous voyez les choses et quelles sont les perspectives que vous avez ? Comment on pourra faire quoi ? Pour mieux vulgariser, pour aider les chercheurs à mieux présenter ce qu'ils font. En fait, pour vous, c'est quoi qu'est-ce que devraient faire les chercheurs dans un monde idéal pour présenter leurs recherches et en particulier sur l'expérimentation animale au grand public ou dans l'enseignement, hein. Parce que quand on est étudiant, on est en cours de formation, donc. Ouais, c'est une bonne question. Pour m'être essayé à l'exercice, notamment via la chaîne YouTube du 9 Docteur, j'ai abordé ça dans un premier temps en l'abordant via la réglementation, c'est-à-dire en montrant comment la réglementation était capable d'encadrer ce type d'expérimentation. Le but du jeu étant d'amener derrière d'autres points de vue, et Edwin a participé notamment à ça en amenant toute la balance éthique dans le fait de vouloir apporter de l'information sur ce qui concerne l'expérimentation animale. Il faut à mon avis que les gens comprennent dans un premier temps la notion de modèle. Ce que c'est qu'un modèle, pourquoi on a besoin de modèles en sciences, et à partir de là, de contextualiser vraiment dans quoi s'inclut cette recherche en expérimentation animale et pourquoi on en a besoin. C'est pas l'expérimentation en tant que telle qui va être intéressante, c'est plutôt pourquoi on en a besoin, pourquoi on a besoin de ce modèle, pourquoi on a besoin de cet outil, et du coup comment on va l'utiliser et qu'est-ce que ça va nous permettre d'apporter ensuite à l'homme. Et pour moi, c'est vraiment cette contextualisation-là qui va être intéressante pour faire passer le message à la fois de l'expérimentation animale, mais plus largement de la recherche et de l'importance de la recherche dans la société actuelle. Moi, j'ajouterais quand même une réflexion plus générale sur... on en revient en fait à la question fondamentale de comment est-ce qu'on justifie moralement le fait d'expérimenter sur des animaux. À mon sens, à partir du moment où on arrive du coup à avoir des principes suffisamment robustes pour pouvoir justifier moralement, a priori, du coup, on ne devrait pas en avoir honte. On n'aurait pas le côté blessure morale qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la pratique de l'expérimentation animale. Et donc, on pourrait en parler assez librement, finalement, sans se faire juger, sans chercher une désirabilité sociale, finalement. Et c'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on voit bien que si moi je dis je fais l'expérimentation animale à un tout venant, on va me juger peut-être négativement, sans doute négativement, et donc ça va me réfréner, finalement,
à cause du coup de ce comportement de désirabilité sociale. Donc on en revient finalement à la question fondamentale de comment est-ce qu'on justifie moralement les choses. Et juste pour faire un petit parallèle toujours avec l'expérimentation humaine, on entend assez peu des gens qui font des essais cliniques sur les humains se plaindre du fait, de ne pas pouvoir en fait discuter librement du fait qu'ils font des essais cliniques sur des humains, parce que en fait on voit bien l'intérêt et que c'est bien protégé globalement. Alors, encore des choses à discuter, mais c'est globalement bien protégé pour les personnes humaines. Donc finalement, on voit bien qu'ici c'est le côté plus fondamental de la justification à utiliser des animaux à des fins de recherche qui vient en fait poser problème finalement, parce qu'on est un peu dans cette zone grise, ou un peu dans cette contradiction, plus qu'une zone grise, dans cette contradiction entre on sait que moralement il y a des choses qui ne vont pas, mais pourtant on le fait. Donc ça me semble aussi être du coup une solution fondamentale que de résoudre ce problème et de faire résoudre ce problème au sein de la communauté scientifique. Peut-être une chose, ça dépend ce que c'est le but de la communication en question. Si effectivement le but c'est la légitimité sociale, c'est d'avoir l'approbation des gens en face, c'est quelque chose sur lequel je ne vous conseillerais pas, parce que vous avez plein d'interprofessions en expérimentation animale qui font ça et qui vous donnent des éléments de langage pour ça. Moi le conseil sera plutôt d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous voulez communiquer sur l'expérimentation animale en étant honnête, ça veut dire en étant honnête, en ne cherchant pas la légitimité sociale en face, en n'utilisant pas et en faisant surtout très attention en fait à tous ces éléments de langage qui arrivent naturellement. Hein. Le mot besoin, que tu as prononcé 5 fois, je crois, tout à l'heure à la suite, en deux phrases, c'est un mot qu'on entend tout le temps, et en fait que du coup, dans le milieu de l'expérimentation animale, il est utilisé naturellement comme s'il n'était pas chargé, comme si sémantiquement c'était juste, ça passait, ça glisse tout seul. Alors que besoin, c'est un mot qui peut avoir plein de sens. On dit nécessité, souvent en expérimentation animale aussi, indispensable. C'est des choses qui sont analysées aussi en philosophie et qui du coup impliquent énormément de choses. Il y a plein de prémices derrière qui ne sont pas dites. Donc ça peut être, faire attention à tous ces éléments de langage-là, méthode complémentaire, alternative. Alternative, c'est un mot extrêmement chargé. Réfléchir à ce langage-là, de dire est-ce que c'est un langage qui est là pour justifier l'expérimentation animale, ou est-ce que vraiment c'est un langage qui est purement descriptif? Est-ce qu'on est vraiment en train d'informer le public de manière neutre, ou est-ce qu'on utilise ces éléments de langage qui sont posés et qui impliquent, sans le dire, que l'expérimentation animale serait légitime par défaut? On ne dira jamais que les expérimentations sur des animaux ou sur des expérimentations comme ça, qu'on a besoin d'alternatives à l'expérimentation, la même expérimentation invasive, etc., sur des humains. Parce que celle-là, par défaut, on sait qu'elle est interdite, qu'il ne faut pas la faire, celle-là. On sait que c'est absolument pas acceptable. On ne va pas chercher des alternatives à ça avant de l'arrêter. Donc, poser le mot alternative, ça pose ça de manière assez différente. Donc, il y a vraiment, le problème, c'est qu'il y en a tellement, c'est tellement répandu, c'est soit implicite, ça va être vraiment créé dans le langage de tous les jours parce qu'on s'habitue à travailler là-dedans, soit explicite parce qu'il y a vraiment le HARA, pour ne pas les nommer, l'Association européenne de recherche animale, qui est concrètement le lobby européen de l'expérimentation animale, hein, la totalité de leur budget est utilisée en lobbying européen, enregistré comme tel. Du coup, eux développent tous les éléments de langage qui sont répandus dans le monde, dans les différentes interprofessions, pour être répandus à l'intérieur des laboratoires, pour que ça devienne le mode de communication sur l'expérimentation animale. Le plus évident, c'est le mot transparence. On a la charte de transparence depuis 2021. Après, je me tais parce qu'il faut que j'arrête de parler un peu. Mais la charte de transparence en 2021, c'était février 2021, et je m'en souviens très bien, parce que il y a eu cette charte de transparence qui est sortie, et je me suis dit, ah ça y est, ils la font en France, bon, et ils sont un peu en retard par rapport à l'Angleterre, tout ça. Et donc, ils s'engagent à ça. 2 jours après, j'ai reçu des mémoires en défense des tribunaux, parce que j'avais déposé des recours à une trentaine de tribunaux administratifs, parce que l'administration ne voulait pas me donner des documents. Et j'ai reçu les premiers mémoires en défense qui disaient « Ah non, c'est pas possible de donner tous ces documents, il faut rien leur donner, ils sont dangereux, etc. » Bon, je caricature à peine, puisque quelques mois plus tard, ils ont dit que j'étais un terroriste, et ce qui était ridicule. J'avais tenu une bougie devant un abattoir une fois. C'est hyper dangereux. J'aurais pu mettre le feu au brin d'herbe qui était à côté. Mais, et du coup, il y a vraiment ce côté élément de langage où on parle transparence, et en même temps, on est en train de faire tous les efforts possibles, coordonnés, qui sont documentés là aussi, pour empêcher la transmission des informations qu'on n'a pas choisi explicitement de donner. Il y a un article de Kirk Leach, le président de l'EHARA, qui s'appelle
transparency, external communication. C'est explicite, c'est vraiment là. C'est dire la transparence dans l'expérimentation animale telle qu'elle est conçue de cette manière-là, c'est de la communication, c'est une stratégie de communication. Donc il faut faire attention à tous ces éléments de langage, je pense, pour parler au public. Je dirais aussi que, évidemment, en tant que chercheur, on aime partager, on aime enseigner, et je pense que c'est important de continuer de le faire. Ce qui est dur, c'est que quand on se prend des remarques, alors évidemment des insultes, on oublie tout de suite, mais si on se prend des remarques désobligeantes ou des contre-arguments ou des gens un peu qui vont nous rentrer dedans, il faut réussir à faire la part des choses des arguments de fond, pas de la forme. C'est-à-dire, est-ce que ce que cette personne dit, c'est cohérent? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qu'en pensent les autres chercheurs? Toujours cette volonté d'aller chercher un peu plus loin. Et il ne faut pas aussi oublier que même si l'expérimentation animale elle a un peu mauvaise presse et que c'est parfois mal vu, ça reste le modèle dominant. Le spécisme reste le modèle dominant. Nous, on est des personnes qui allons parler de limiter notre consommation de viande, par exemple. Ça passe rarement. On a toujours des intervenants qui vont nous donner des contre-arguments, qui vont discuter, qui vont donner leur vision du monde, leur point de vue, etc. C'est important de les entendre, de les prendre en compte et de garder ce qu'on estime juste, ce qu'on estime sourcé et de vraiment réussir à faire la part des choses. Mais je dirais que c'est un peu le jeu quand on fait de la création de contenu ou de l'enseignement, c'est que forcément on dit plein de choses, on est responsable de ce qu'on dit, et parfois on dit des choses un peu fausses, un peu à côté de la plaque, où on n'utilise pas les bons mots. Parfois ça se tourne contre nous, mais c'est important de le faire quand même, et de continuer à discuter du fond dans une forme cordiale, où on échange, où on discute. Alors bonsoir, c'est un peu tard, mais merci quand même pour vos interventions qui ont été super intéressantes et sur une question qui est importante dans tous les domaines. Moi en l'occurrence, j'aurais plutôt une question relative à l'enseignement secondaire, parce que personnellement je suis étudiant en fin de cursus d'écologie, et notamment moi je sais que l'expérimentation animale c'est quelque chose qui est relativement important dans notre domaine. Mais dans le cadre de l'enseignement secondaire, on a souvent eu à faire des dissections de cadavres et tout. Et j'aimerais savoir est-ce que ça en est niveau débat, parce que je ne sais pas si c'est nécessaire à ce stade-là de... Enfin, personnellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire à ce stade-là de la vie des individus, parce que c'est pas forcément ce qu'ils vont amener à faire plus tard. Et du coup, je voulais savoir un peu ce que ça a été dans les discussions, quoi. Juste un truc à dire, merci à vous pour l'intervention aujourd'hui. J'étais étudiante à Lyon 1 et je trouve que les expérimentations animales qui sont faites à Lyon 1 sont un peu trop par rapport au cursus qu'on veut faire. En SVT, certes, on peut faire des expérimentations animales, mais certaines fois, c'est juste pour étudier des trucs basiques qu'on a connus, genre dans le passé, revu, qu'on peut voir en impression 3D. Genre récemment, on a vu qu'on pouvait faire des dissections en impression 3D, voir des petits membres, en autre chose que juste toujours tuer les grenouilles, toujours tuer les souris, ou faire tout un élevage. À Lyon 1, il y a tout un élevage pour cela. Et je trouve l'expérimentation animale n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire dans des domaines d'enseignement quand c'est pas pour l'animal en fait. Quand c'est pour l'étudier, on peut l'étudier autrement. On a d'autres moyens maintenant. Effectivement, et je pense que les choses évoluent de plus en plus là-dessus, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a tendance à refuser de plus en plus de projets qui visent à l'éducation, notamment dans le secondaire. Ce qu'il faut savoir néanmoins, et pour être le responsable de la structure chargée du bien-être animal, qui est aussi en charge du replacement des animaux, on fournit beaucoup d'animaux de notre animalerie, des animaux qui vont mourir et qui n'ont pas été utilisés. C'est des animaux qui auront été utilisés par exemple pour générer une lignée de souris ou pour maintenir une lignée de souris. Ces animaux qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas le bon génotype, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas exprimer les bons caractères, vont être mis à mort, congelés
et ensuite utilisés dans le secondaire ou à l'université pour les dissections. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas des animaux qui sont produits exprès pour ces dissections-là, c'est des animaux qui viennent d'autres projets mais qui ne vont pas être utilisés parce qu'ils n'ont pas les bons caractères pour servir de modèle à ces projets-là. Donc il y a quand même un raffinement, si je peux utiliser le terme de raffinement en ce sens, où les animaux qui sont utilisés dans ce contexte-là vont ne pas être produits exprès pour ça. Ça reste discutable en tout cas de proposer une dissection de cadavres de souris à des étudiants qui pourraient en avoir envie ou pas. Voilà. Mais en tout cas, la majorité de ces animaux ne sont pas produits exprès. Nous, on faisait des expérimentations sur malheureusement, je m'en souviens de manière assez traumatisée, mais sur des cœurs d'animaux. Et là aussi, c'est pas des animaux qui sont créés pour ça, si j'ai bien compris, ça provient de l'industrie agroalimentaire, dont on extrait certains organes qui sont moins aptes à la consommation et qu'on utilise du coup dans les salles de classe. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui rejettent ça. Hein. Même des défenseurs de l'expérimentation animale qui disent bon, vraiment dans ces cas-là, faut arrêter quoi. Il me semble que la réglementation actuelle dans les collèges lycées, enfin dans le secondaire, qui a changé récemment, c'est que on peut pas disséquer ce qui se mange pas. Ouais, c'était 2016, c'était une circulaire effectivement qui disait ça. Récent, tous nos souvenirs, je pense, à tous, peut-être pas tous, mais... Je peux rajouter un truc, du coup ? Du coup, pour cette question de, effectivement, disséquer des animaux en licence, par exemple, en général, quand on est dans le supérieur, on va faire des vraies expérimentations en thèse. Et quand on arrive en thèse, en général, en master, on fait le niveau 2 d'expérimentation animale, où on fait des injections, typiquement manipulation d'animaux. Mais pour vraiment faire de la dissection et faire de la chirurgie sur les animaux, il faut faire le niveau concepteur et formation chirurgie. Ça, en général, c'est ce qu'on fait en première année de thèse, si on a une thèse qui nécessite des souris et des rongeurs. Donc on est formé à ce moment-là quand on en a besoin. Et moi, je serais aussi d'avis de dire qu'en licence, les étudiants, ils vont sûrement faire complètement autre chose et ne vont pas du tout disséquer des animaux et n'ont pas forcément besoin de faire ça, surtout qu'on a aujourd'hui des modèles en peluche, des modèles 3D, des modèles virtuels, on a tout un tas de choses. Et pour l'anecdote, puisque c'est arrivé à Strasbourg, il y a quelques années, il y avait une ou plusieurs étudiantes qui refusaient la dissection, je ne sais plus, en L2, je crois. C'est en licence, il me semble. Et les profs en charge de ce cours ont décidé de leur mettre 0. Tandis que dans d'autres universités, il y a ce qu'on appelle une objection de conscience qui dit moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire plus tard, je vois pas l'intérêt, j'ai pas envie. Et de vraiment dire c'est un truc traumatisant ou peu importe la raison. Je pense qu'on devrait autoriser les élèves à ne pas le faire, surtout quand il y a vraiment des modélisations qui se créent et qui sont créées à cause de ce genre de problématiques de plus en plus. Donc c'est dommage que ce soit encore aussi poussé, surtout que on est formé quand on a vraiment besoin de le faire, quoi. Pour revenir aux 3R. Alors, du coup, il y a la question du remplacement qui est posée. Du coup, à la question de est-ce que pour répondre à tel objectif éducatif, est-ce que j'ai besoin d'utiliser des animaux, est-ce que du coup on peut avoir une méthode alternative de remplacement pour pouvoir aboutir à cet objectif du coup éducatif. Et il se trouve que aujourd'hui, effectivement, ça a été mentionné, on a du coup beaucoup, c'était toi Guillaume qui disait, beaucoup maintenant de modèles pour pouvoir étudier l'anatomie, la physiologie, etc. Donc en soi, on pourrait remplacer dans le secondaire vraiment tout, et c'est déjà fait du coup en grande partie, et même du coup dans le supérieur, au moins sur les premières années, jusqu'à ce qu'il y ait une nécessité à devoir apprendre le geste chirurgical, ou etc. Ou par exemple en médecine vétérinaire où on fait du coup les dissections, encore que ça pourrait être discutable de devoir en première année pour apprendre l'anatomie, de devoir ouvrir un chien, qui a été élevé pour ça en plus, souvent. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'ai oublié la deuxième partie de ma réponse.
Mais en gros, voilà. Il y a cette question du coup du remplacement. Et vu qu'on a des choses qui permettent de remplacer, on devrait, c'est même une obligation légale, de devoir en remplacer. Et ça permet de répondre tout aussi bien en fait aux objectifs pédagogiques pour ces individus-là. Enfin, pour du coup les étudiants. Donc voilà. S'il y avait mon expérience en veto. Pardon. Si. Parce que j'avais aussi une expérience un peu traumatisante quand j'étais jeune étudiant de première année, il y a 10 ans de cela, où pour nous apprendre la physiologie, on avait du coup un lapin qui était dédié à ça, du coup, qui était anesthésié. Enfin, on mettait dans un état anesthésique et sur lequel on injectait de l'adrénaline, de l'atropine, etc. pour pouvoir du coup comprendre les mécanismes physiologiques de la circulation cardiovasculaire, etc. Et comment est-ce qu'on a certains anesthésiques qui vont avoir un effet dépresseur du système nerveux et des fonctions cardio-respiratoires. Et puis à la fin, forcément, on était sur une procédure sans réveil. On a un peu discuté des degrés de sévérité, mais du coup, l'animal n'était pas réveillé, était euthanasié sur place, pour le coup. Ou mis à mort sur place. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'euthanasie dans ce cas-là. Et on était beaucoup à faire un peu d'objection de conscience sur le moment où à pas vraiment se rendre compte de l'utilité d'apprendre tout ça, sachant qu'en plus dans nos cours magistraux, on avait toute la partie théorique où on avait des simulations informatiques qui nous montraient déjà ce genre de choses. Donc finalement, en termes d'intérêt pédagogique, à part voir un animal mourir ou faire une tachycardie ventriculaire devant nous, il n'y avait pas forcément d'intérêt particulier. Donc il y a aussi un peu cette remise en question d'un point de vue objectif pédagogique de la part des enseignants, et ça rebondit finalement sur la question de l'enseignement et de la passation de savoir. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à passer en termes de savoir aux étudiants, et est-ce qu'on a aussi d'autres moyens pédagogiques de pouvoir le faire tout en ayant en fait une forme de pertinence morale par ailleurs. D'ailleurs, le lapin, c'est un candidat idéal si on veut réfléchir au spécisme, parce que c'est vraiment un animal qui est souvent un animal de compagnie, qu'on chérit, mais on les chasse, on les mange, on expérimente beaucoup avec. Enfin, c'est vraiment un animal qui est... Le même animal est utilisé dans plein de contextes différents. Du coup, essayer de faire d'essayer de penser le spécisme à travers le lapin, c'est assez intéressant comme exercice mental, on va dire. Bonsoir, c'était pour revenir sur la question des dissections dans le cadre éducatif pour le concours d'entrée au département de l'ENS de bio. Donc pour le concours de l'ENS, il y a encore des dissections de souris qui sont acceptées. Je l'ai fait même l'année dernière. Et alors qu'à partir de l'année dernière, pour le concours agro-veto, donc il y a eu arrêt des dissections de souris, mais encore dissection de criquets et de poissons, de téléostéens qui sont acceptés. Je ne sais pas si vous savez si c'est en discussion au sein de l'ENS d'arrêter potentiellement les dissections de souris, et à plus grande échelle, est-ce qu'on devrait aussi arrêter les dissections de poissons et de criquets, parce que c'est du spécisme aussi sur quel animal on choisit de disséquer, et à quel point c'est nécessaire dans le cadre de l'apprentissage d'une prépa de savoir faire une dissection avant de s'engager dans un cursus où on pourrait l'apprendre. Là, on a refait cette année aussi des dissections de souris. C'est sur des animaux vivants ou morts ? Morts. C'est une très bonne question. J'ai pas du tout d'informations là-dessus. Je sais pas. Mais je peux me renseigner. Après, est-ce que c'est spéciste? En théorie, oui. Cas particulier pour les criquets, s'ils ne sont pas sentients, c'est pas grave. Mais vu qu'a priori la question des insectes est quand même assez débattue, on ne sait jamais. Il y a les moules aussi, n'oubliez. Merci pour vos présentations. Donc c'est bien, ma question, c'est presque exactement la continuité. C'est à quel point est-ce que l'immoralité du spécisme, elle est liée à la sentience
des animaux ou pas. Et du coup, quand on ne sait pas encore, déjà, est-ce que la science est la seule à pouvoir dire si une espèce est sentiente ou pas? On pourrait remettre en question que c'est la seule institution qui peut décider de ça. Et de plus, quand on est dans le doute, je veux dire, si on dit dans le doute, elle est pas sentiente, puis qu'après on se rend compte qu'elle est sentiente, comment on fait? Dans le doute, elle est sentiente. Dans le doute, on considère qu'elle est... je pense, on est vraiment là. Si on a un doute dessus, par défaut, il vaut mieux, par précaution, considérer que l'espèce est sentiente, que l'individu est sentient. Ça paraît plus logique. Je peux te conseiller le livre de Jonathan Birch qui s'appelle The Edge of Sentience, vraiment à la frontière de la sentience, où il pose un precautionary framework, donc vraiment un mode de pensée de précaution, de justement quand on ne sait pas, on fait quoi. Et c'est un bouquin de 400 pages qui parle de conscience et de sentience dans les IA, les animaux, etc. C'est passionnant. Et justement, c'est une question très compliquée de savoir s'ils étaient sentients et qu'on ne les considérait pas sentients, possiblement on leur a fait beaucoup de mal. Donc, on peut estimer qu'il faut être précautionneux et mieux vaut surestimer la sentience de certains animaux plutôt que l'inverse. Par exemple, je sais pas moi, les crevettes, on parlait de chiffres d'animaux élevés dans le monde. Les crevettes, c'est 400 milliards par an élevés et 15 000 milliards pêchés par an. C'est gigantesque, il n'y a aucun animal qui surpasse ça. On a peu de preuves de sentience, mais par mesure de précaution, c'est tellement important qu'il faudrait quand même y faire quelque chose. L'autre problème, c'est qu'on a des animaux qu'on sait sentients, plutôt on est 99,99% sûr, et pourtant on leur fait quand même des choses pas très sympas, genre tous les autres animaux terrestres. Donc c'est une question épineuse. Si vraiment tu as envie de creuser la question, je te conseille vraiment ce livre de Jonathan Birch. Pour préciser, merci pour ces éléments. Et je voulais reposer du coup la question, est-ce que la question de l'immoralité du spécisme est intrinsèquement liée ou pas à la sentience? Est-ce que vous m'entendez si j'ai pas de micro? Ah oui. Parler dans le micro parce que j'ai l'impression de faire beaucoup de bruit. Oui, c'est lié, c'est intimement lié. En fait, en philosophie morale, quand on s'intéresse au spécisme, on se demande est-ce que c'est légitime. Bon, je vais reprendre le truc depuis la base. Il y a un principe aristotélicien vraiment très ancien qui dit il faut traiter les cas similaires de manière similaire. Si tu as un cas B et un cas A qui sont similaires, qui n'ont pas de raison d'être traités différemment, alors il faut les traiter de la même manière. Les spécistes, ou ceux qui défendent le spécisme, disent en fait, il y a plein de raisons de traiter différemment les humains et les autres animaux, parce que les humains sont plus intelligents, parce qu'ils sont rationnels, parce qu'ils ont une capacité de langage. Bref, à travers l'histoire de la philo, il y a eu une tonne de critères qui ont été mis en avant pour défendre justement qu'on traite moins bien les autres animaux que les animaux humains. Et donc, quand on pose la question du spécisme, on est en train de dire tous ces critères-là que vous avez avancés à travers l'histoire, ils ne sont pas moralement pertinents. Oui, ils existent. C'est sûr qu'en moyenne, ça dépend comment on comprend l'intelligence, en moyenne, les animaux humains sont plus intelligents que les animaux non humains. Il y a plein de différences, en fait, entre les humains et tous les autres animaux, mais aussi entre les différentes espèces animales. Ça, on ne le nie pas. Par contre, la rationalité, le langage, l'intelligence, ce ne sont pas des critères qui sont de nature à justifier qu'on traite certains mieux que d'autres. C'est pas parce que tu sais parler que tu mérites d'être mieux traité, sinon on exclut les enfants, les bébés. C'est pas parce que tu es plus intelligent que tu mérites d'être mieux traité, sinon on exclut plein de monde. C'est pas parce que tu es plus rationnel que tu mérites d'être mieux traité, etc. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de ce qu'il faut faire. On sait juste que c'est pas selon ces critères-là juste de discriminer des groupes. Et c'est là qu'intervient la sentience. On a réfléchi à quels critères pourraient être de nature à justifier qu'on te traite d'une manière ou d'une autre. Et c'est la sentience. Parce que si tu es sentient, t'es capable d'être affecté par ce que je te fais subir. Si t'as un doctorat ou pas, ou si t'as pas le bac,
Si je te coupe un bras, c'est très, très violent comme exemple, mais si je te coupe un bras, tu vas en souffrir de la même manière. Alors que si tu es sentient ou pas sentient, tu vas pas en souffrir de la même manière. Si tu es sentient, tu vas en souffrir très fort. Si tu n'es pas sentient, a priori, tu ressentiras rien. Donc la sentience, en ce sens, joue le rôle de critère moralement pertinent et y arrive un petit peu mieux, beaucoup mieux même, que tous les autres critères qu'on a avancés à travers l'histoire. Donc, pour résumer, on a avancé plein de critères. Ils sont pas bons parce que c'est pas pour ces critères-là que tu mérites d'être moins bien ou mieux traité. Ça dit juste de qu'est-ce qu'on doit pas faire. Maintenant, si on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire, qui on doit considérer, qui on doit faire entrer dans notre cercle de considération morale, il faut trouver un critère qui inclut le maximum de gens. Et ça, c'est le critère de la sentience qui a donné lieu à la théorie politique, au projet politique du sentientisme, qui dit une chose très simple. Si tu es sentient, tu mérites de faire partie de la communauté morale, et donc ça inclut tous les humains. Tous les humains sont sentients, et beaucoup d'autres animaux. Donc oui, l'immoralité du spécisme, elle est liée au fait que le spécisme s'exerce et violente des corps sentients. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Pour reprendre l'exemple du bras coupé, on est d'accord que la sentience, elle ne prend pas en compte uniquement la douleur, mais toute l'expérience négative qui va être avec. C'est-à-dire que le manque de pouvoir se servir de son bras va rentrer en compte dans la sentience. Ok. Je peux aussi ajouter une nuance là-dessus. Pardon, vas-y. Je peux aussi ajouter une nuance là-dessus, c'est que le fait qu'un animal soit sentient ou pas, ou qu'on estime qu'il soit sentient ou pas, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que peut-être qu'une crevette est sentiente, que ce qui lui arrive lui importe, mais peut-être que l'intensité et la qualité de ce qu'elle ressent est moindre que pour l'humain. Probablement même. Ça ne veut pas dire que 1000 crevettes vaut un humain, en termes utilitaristes. C'est pas comme ça qu'on va réfléchir. On peut réfléchir en termes de intensité des émotions, etc. C'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on saura peut-être jamais. Mais juste le fait qu'on estime une sentience qui est probablement une propriété émergente comme la conscience, là pour le coup c'est a priori soit elle est là, soit elle n'est pas là. Mais après il y a cette nuance de à quel point, à quelle qualité elle est là. Là c'est un autre débat encore qui nuance la chose, mais c'est vraiment la sentience qui va délimiter si on doit le considérer ou pas. Oui, et la sentience, pardon, juste très très rapidement. Comme tu disais, Romain, c'est aussi les émotions négatives, c'est pas seulement la douleur, mais c'est aussi les émotions et les sensations positives. Donc on doit prendre en compte un individu s'il est capable de ressentir du plaisir. Même admettons un individu qui serait incapable de ressentir la douleur, mais qui serait capable de ressentir du plaisir. On doit le prendre en considération parce que c'est mieux pour cet être que le plaisir soit là plutôt que rien. Donc c'est aussi les émotions et les sensations positives. Et oui, c'était pour la différence. Il y a un exemple qui vient de Peter Singer, qui est une des premières personnes à avoir écrit en long et en large sur le spécisme. Si je donne une claque de toutes mes forces à un humain, il va avoir très mal, on peut éventuellement mesurer sa douleur comme ça. Si je donne une claque de la même force à un cheval, il va avoir peut-être mal, mais certainement moins parce qu'il a la peau plus épaisse, parce qu'il est plus gros, parce que ça va moins l'affecter de telle ou telle manière. Donc c'est pas l'acte lui-même qui est équivalent, c'est le vécu. Et c'est-à-dire que si je donne une claque moins forte à un humain qui lui fait une douleur et un événement négatif pour lui, une expérience négative pour lui qui est équivalente à celle du cheval à qui je fais une claque la plus forte que je peux, ne faites pas ça, évidemment. Là, les deux cas doivent être traités de manière similaire. Et on ne l'accepterait pas pour l'humain, même à cette intensité. Donc le cheval, on ne va pas l'accepter non plus comme ça. On est vraiment sur la mesure du vécu de chacun, chacune, et pas la mesure de l'acte lui-même. Donc, ce qui complique énormément les choses, mais globalement sur l'expérimentation animale, on est sur des choses qui sont tellement énorme, que ce soit le fait de faire naître pour instrumentaliser ou le fait de tuer. Puis déjà avec ces deux choses-là, on est sur des choses qui sont des pertes qui, même si elles sont moins grosses, même en supposant qu'elles soient moins grosses que les pertes qu'il y aurait à tuer un être humain, on est quand même sur des choses qui ne seraient pas acceptées chez les êtres humains en tant que pertes. Donc ça, voilà. Je ne sais pas si c'était très clair. D'autres réponses, questions ? Ok, on a enfin fini. Bon, c'était Colanta, il n'y a plus grand monde.
Je ne sais pas à quel point les intervenants sont disposés, si vous voulez poser des questions 2 à 2. J'en sais rien, mais s'ils veulent bien. Oui, ils doivent peut-être aller manger, donc je pense qu'on va tous rentrer en fait. Donc, si vous avez une question, venez nous voir quand même. Non, mais n'hésitez pas. Oui, puis il y a les cartes de visite et de l'Oxa et du Neuf Docteur qui étaient à l'entrée. Si vous en avez pas pris, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Les documents qui étaient dessus, c'est aussi pour tout le monde. Servez-vous. Et merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Le courage. Et reposez-vous bien, hydratez-vous bien, parce qu'il faisait chaud ici et tout. Merci.